L'innovation numérique, thème de notre rencontre de ce jeudi 21 avril 2022 dans le cadre des entretiens économiques d'IESF. Ingénieurs et scientifiques de France, c'est l'unique représentant du corps social des ingénieurs et des scientifiques reconnus par leur diplôme ou par leur fonction en France. C'est une très vieille dame de 175 ans, indépendante et apolitique, et qui perpétue une idée qui remonte au milieu du XIXe siècle. Alors, depuis juin 2021, IESF est présidé par Marc Rumeau. Il succède à des présidents prestigieux tels que Gustave Eiffel en 1889, date de l'exposition universelle. Alors, je reçois aujourd'hui le député Éric Bothorel. Alors, Éric Bothorel, il fait partie des rares députés et sénateurs qui s'intéressent à la transformation numérique. Et Éric a été le suppléant de Corinne Erel, une députée PS, qu'on a un peu fréquenté à Forum Athéna, dont je suis administrateur et trésorier. Forum Athéna est un think tank dans le domaine des télécoms et du numérique. Et avec Corinne Erel est décédée très jeune, et elle était avec Laure de la Rodière, elle co-rédigeait des rapports de grande qualité. Bon. Donc, en fait, un hommage à la regrettée Corinne Erel, qui travaillait avec Laure de la Rodière. IESF est bien représenté aujourd'hui. Alors, merci à Jean d'Ambreville, qui est le délégué général, pour son aide avec son équipe dans l'organisation logistique de cet événement qui est hybride, avec également la présence de Jacques Bongrand, que je vois en ligne, qui est coordonnateur des comités sectoriels et qui nous suit en visioconférence. Je vois également Michel de Bonneuil à l'écran, qui est membre du comité économie que j'ai l'honneur de présider. Et puis, Marc Rumeau, qui est président et qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors, monsieur le député, cher Éric, je crois que notre président a un cadeau pour vous. Donc, je donne la parole à Marc. Mon cher Marc, c'est à toi. Bon, c'est bien amené quand même. Alors, j'en profite puisque je vois en ligne aussi un nom que je connais, mon camarade Thierry Lucotte, que je salue fraternellement, qui est président de la Société des anciens élèves arts et métiers, une des grosses associations et des gros bataillons d'ingénieurs en France depuis plus de 2 siècles, puisque cette école est née en 1780. Alors, je vais être très bref. Le cadeau dont il s'agit, c'est ceci, qui est le livre blanc que nous avons commis avec une centaine de personnes, ingénieurs et scientifiques, au cours des mois précédents, et qui avait comme vocation de faire des propositions et recommandations à l'usage des candidats. Donc, ce que je peux vous dire avec sérénité, c'est que ce livre blanc est dans les mains de toutes ce que j'appelle les écuries, en tout cas celles qui comptent, évidemment, ou qui comptaient, puisqu'il n'y en a plus que 2, et que d'ailleurs nous avons eu le plaisir de voir un certain nombre d'alignements de planètes, dont pas des moindres, puisque le président a mis en avant la nécessité pour la France d'être un leader dans les technologies d'hydrogène, et aussi un retour, un réveil, une réanimation dans le domaine du nucléaire. Bon, il y a un chapitre là-dedans qui s'appelle « Environnement », qui ne touche pas qu'à ça, mais qui est adressé, en marchant un petit peu sur des œufs, parce que c'était un petit peu sensible comme sujet, et je pense que ces alignements de planètes vont nous permettre d'ailleurs, et je vous en fais la pré-annonce, de faire une version révisée et augmentée de ce livre blanc qui sortira à l'automne et qui tiendra compte justement des avancées et bien évidemment aussi de ce qui sortira d'une part des urnes dimanche prochain, mais aussi du prochain gouvernement dans lequel j'espère nous aurons enfin un ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Innovation, et qui, je pense, ici, le rang des ingénieurs, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas de ministre de l'Industrie qui soit un ingénieur. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on est complètement marginalisé, puisqu'à l'Assemblée nationale, j'ai à peu près compté qu'il y a 12 à 15 députés dont on peut qualifier d'origine scientifique et ingénieur, et pas beaucoup plus au Sénat. Donc on a un vrai souci. D'ailleurs, c'est traité aussi là-dedans. Il faut traiter le problème du statut de l'élu qui permettrait au monde de l'entreprise
d'être représentés sans avoir le risque de ne pas être réélu et donc de ne pas trouver facilement d'emploi et encore moins d'aide, y compris à une NPE. Donc voilà, c'est tout ce qui est contenu là-dedans. L'autre chose aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est que le chapitre 1 et le chapitre 5 qui encadrent la somme des deux, le 1 c'est ce que j'ai appelé l'amont et le 5 c'est ce que j'appelle l'aval. Le 1 c'est comment on peut inciter, exciter, aiguiser l'appétit, l'envie de nos jeunes pour rejoindre les filières scientifiques, technologiques et métiers d'ingénieurs, et en particulier aussi des filles, puisque malgré tous les efforts qui ont été faits depuis de nombreuses années, on est sur un plateau. Vous voyez, je n'ai pas dit le plafond de verre, parce que ça, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. On est sur un plateau, et malheureusement, je ne peux que constater que la réforme du bac récente nous a fait régresser de façon substantielle, monsieur le député, puisque les chiffres le montrent. Nous sommes passés de 45% de jeunes filles qui prenaient les options mathématiques à moins de 25%. Le résultat des cours, c'est que dans ce qui vient derrière, c'est-à-dire la filière qui nous amène à l'école d'ingénieurs, on voit poindre le spectre que nous aurons moins de candidats que de places offertes. Et là, il y a vraiment une urgence, et je sais que les écuries représentées actuellement s'en saisissent, mais j'aimerais qu'on s'en saisisse au-delà des bons mots, parce que de toute façon, il va falloir plusieurs années pour rattraper le train, et c'est quand même assez dramatique. Et ce matin, puisque vous avez traité du 4.0 et du digital, qui est quelque chose d'important pour notre industrie nationale, je ne peux que constater, et là aussi, et là on ne peut pas venir me dire que c'est parce que c'est une usine, parce que c'est ça, parce qu'il faut porter des poids lourds, et bien les filles sont aussi globalement aux abonnés absents, puisqu'on a 25 à 27% de filles dans le digital. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Dernier chapitre, c'était l'amont, c'est la formation tout au long de la vie, qui est plus que jamais d'actualité, puisque nous avons une accélération continuelle depuis au moins 3-4 décennies, le 4.0, le digital, la création de nouveaux métiers, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, et bien fait que ceux qui sortent d'école d'ingénieurs aujourd'hui peuvent, s'ils ne font pas garde, ne prennent pas garde, pardon, pour aller pour règlement, et bien ils sont rapidement obsolètes. Et nous avons besoin de garder ce pack d'ingénieurs, dont je rappelle aussi, nous n'en formons pas assez aujourd'hui, on en forme 44 000, nous en faudrait plus de 50 000 d'ores et déjà. Donc voilà, il y a un grand chantier, je sais que nos amis politiques s'y collent, et nous trouverons toujours, mais pas uniquement derrière, parfois devant, parce qu'on aimerait que le chariot avance. Donc voilà, monsieur le député, j'ai donc plaisir de vous remettre officiellement ce livre blanc. Alors, vous remarquerez que c'est un petit fascicule de qualité professionnelle, et ironiquement, j'ai dit, il faut que ça soit facilement lisible, c'est-à-dire sur un allée TGV Paris-Lyon. Comme ça, on ne peut pas me dire, oh, je n'ai pas le temps de le lire, je le dirai, je le laisse sur une table de nuit, je le dirai à tête reposée. Très bien. Voilà, donc quand on vient de là où vous venez, c'est-à-dire des Côtes d'Armor, je crois, très joli. Ouais, si je passe par Lyon, ça me laissera encore plus de temps pour le lire. Voilà, mais bon, Côtes d'Armor, Paris, avec un TER, on peut y aller. Voilà, je vous souhaite une excellente matinée. Merci, Monsieur le Président. Bon travaux, cher Marc. et puis à suivre pour le digital. Voilà, très bien. Et je vous laisse. Merci. Alors, notre époque connaît un grand chambardement. Nous subissons des crises climatiques, géopolitiques, religieuses, sanitaires, militaires. Est-ce que ce sont des crises ou s'agit-il d'un vide stratégique? Alors, j'ai constaté ce phénomène au milieu des années 90 et c'est l'intelligence économique qui m'a apporté une grille de lecture. J'avais proposé la création d'un tout premier cercle sur l'intelligence économique en France auprès du MEDEF Clichy-le-Valois-Neuilly, et puis dans les années en 1996, et puis nous avons évolué au MEDEF Paris, on a appelé un certain nombre de compétences qui sont toujours compétentes d'ailleurs. Philippe Clerc, qui est d'ailleurs un des intervenants d'aujourd'hui, Bernard Besson et également Christian Arbulot, qui a fondé l'école de guerre économique. Le monde est entré depuis les années 1980 dans la troisième révolution industrielle. Pour une révolution industrielle, il faut un intrant. L'intrant de la première révolution industrielle de 1780, c'était la vapeur. L'intrant de la deuxième révolution industrielle de 1880, c'était l'électricité. Et l'intrant de la troisième révolution industrielle de 1980, c'est la donnée, c'est la data. Ce sont des processus nommés, normés et informatisés. En fait, on est face au phénomène de l'informatisation qu'on appelle numérique. En fait, à mon avis, il faut distinguer informatique et numérique. L'informatique, c'est la science
et la technologie. Le numérique, c'est les applications, ce sont les plateformes. Le numérique, c'est une sous-partie de l'informatique. Et les techniques fondamentales de l'économie contemporaine sont celles de la microélectronique, du logiciel et de l'Internet. Et il faut bien admettre que cette troisième révolution industrielle, la France l'a en partie ratée. Alors, en fait, parmi nos élites, les penseurs des transformations en cours, les éclaireurs de l'avenir, les pédagogues du changement sont trop rares. Et face à ces retards, face à ces blocages, face à ces défis multiples, à mon avis, la société civile a un rôle à jouer. L'heure est au changement de logiciel dans la sphère politique. À côté de la démocratie représentative, que bien entendu nous ne contestons pas, on peut imaginer une démocratie participative constituée d'experts. Nos institutions, qui sont inspirées encore du Conseil national de la résistance, ont été rédigées en fait pour servir le modèle précédent, c'est-à-dire l'économie fordiste de la deuxième moitié de la deuxième révolution industrielle. C'est une économie de masse de travailleurs de la grande entreprise pyramidale, normalisée, hiérarchisée, optimisée et cadencée par l'organisation scientifique du travail. Et on fabrique des produits standardisés qui font l'objet d'une consommation de masse sur des marchés grand public. En fait, il faut bâtir aujourd'hui les institutions qui permettent l'épanouissement et l'équilibre social du paradigme de cette économie du numérique, du règne de la donnée, à l'ère de la multitude, de l'homme augmenté et de l'entreprise étendue, de l'innovation continue et du développement des territoires. On assiste au passage de l'ère de la main-d'œuvre du XXe siècle à l'ère du cerveau d'œuvre du XXIe siècle. Et de ce fait, on rentre dans une des vagues d'innovation, de destruction créatrice dans l'esprit de l'économie Schumpeter, qui est la plus forte de l'histoire de l'humanité. Et ce qu'on nomme numérique n'est pas seulement une technologie et encore moins un secteur parmi d'autres, c'est beaucoup plus global, c'est une informatique optimisée qui bouleverse la manière de produire, la manière de consommer, la manière de distribuer, et elle permet un rapprochement inédit de l'offre et de la demande, et elle transforme tout ce qui est intermédiation. C'est-à-dire, moi je parle d'informatique anthropologique plus que de numérique. Et à terme, toute l'économie, elle sera informatique, elle sera dominée par des entreprises numériques qui capteront l'essentiel de la création de la valeur ajoutée dans les chaînes de valeur recomposées. Et ce modèle, un certain peut faire peur, à certains, il nécessite toute une réorganisation où le rôle du politique est important et le politique qui doit être, à mon avis, aidé par un certain nombre d'experts dans ce domaine. Et pour marquer la profondeur de ces bouleversements que je viens de citer, je me suis permis, votre serviteur s'est permis d'inventer un néologisme qui s'appelle l'oclonomie. Du grec oklos, la multitude, et nomos, organisation. Alors c'est un petit peu un clin d'œil, parce qu'actuellement on parle d'économie, du grec okos, la maison, et nomos, toujours l'organisation. En fait, l'oclonomie, ça désigne un modèle de société qui, par hypothèse, serait parvenu à l'équilibre, comme disent les économistes, à l'efficacité, ou comme disent les oclonomistes, de l'avenir, dans un monde justement créé par cette troisième révolution industrielle de 1980. Et l'oclonomie, c'est un système économique qui permet aux entreprises, aux institutions, aux consommateurs et à l'État de tirer pleinement parti du système technique qui est fondé justement sur l'informatique, sur l'Internet et sur l'intelligence partagée. Cette troisième révolution industrielle de 1980, j'insiste, elle a eu lieu. Ses principes et son socle technologiques sont en place. Des pays concurrents, des blocs concurrents l'utilisent et vont peut-être plus vite que nous en France et en général en Europe. L'intrant, je le rappelle, de cette troisième révolution industrielle, c'est la donnée, c'est la data, et il faut apprendre à se mouvoir dans ce nouveau modèle économique. Je pense que cette période électorale est une formidable période pour parler justement de la responsabilité de la société civile par rapport à ça, pour créer cette espèce d'élan collectif pour réinventer la France. Alors, j'ai trouvé dans l'Institut de l'économie des experts
de haut niveau qui partagent et enrichissent mes réflexions. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Michel Wohl, qui est le président fondateur de cet institut. Alors, Michel Wohl, il est polytechnicien, il est X, il est MSAE, il est docteur en histoire économique, il a été responsable des statistiques d'entreprise et des comptes trimestriels à l'INSEE, il est professeur à l'ENSAE, il est chef économiste au CNET, où il a été, et il était surtout créateur d'entreprise. Et donc, il est président fondateur de l'Institut de l'économie, et il va vous en parler bien mieux que moi. Alors ensuite, je dois dire que je suis entouré d'un panel tout à fait remarquable de gens très experts. Donc, en fait, monsieur le député, ensuite, on va passer à des questions. Alors, on est 7 experts, donc je suis un peu le gardien du temps. Et le temps prévu pour chaque échange, question-réponse, on va fixer ça à 6-7 minutes. On fera 7 x 7, 49 minutes. Bon, si on déborde un peu, mais vous êtes le bienvenu le plus tard possible. Mais je devine que vous avez quand même un emploi du temps chargé, mais vous êtes le bienvenu à IESF pour rester le plus longtemps possible. Voilà. Donc, en fait, avant de donner la parole à Michel, je voudrais mentionner la présence en ligne de Patrice Noailles-Siméon, avec lequel, il y a une dizaine d'années, on a créé le Forum européen des politiques d'innovation. Parce qu'en fait, le but aussi, c'est de travailler entre l'Institut de l'économie et le Forum européen des politiques d'innovation. Le Forum européen de la politique d'innovation, depuis 10 ans, a développé un certain nombre de choses, d'événements, notamment avec l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. On avait organisé un séminaire d'une journée entière sur le principe de précaution et le principe d'innovation. Et puis, le 3 décembre 2018, on va organiser les assises de l'innovation. Tout ça est en ligne. Donc, voilà. Bon, alors, Michel, c'est à toi. J'espère que la technique va nous suivre. On t'écoute pour nous présenter l'Institut de l'économie. Je vous remercie. Michel? Je veux d'abord... Oui, je suis là. Vous ne m'entendez pas? Si, on t'entend. Très bien. Donc, je veux d'abord remercier le député Éric Bothorel de sa présence, dont il nous fait l'honneur. Sa présence est importante parmi nous et je vais d'ailleurs dans quelques instants vous dire pourquoi. Mais pour le moment, je vais vous présenter l'Institut de l'économie. Donc, c'est un think tank qui a été créé en 2012 et qui consacre ses travaux au phénomène de l'informatisation. Donc, sur ce phénomène, nous avons publié plusieurs livres, des articles, bref, nous nous exprimons de façon à diffuser cette expertise. Donc, nous rassemblons bien sûr des experts de l'informatique, des experts de l'informatisation et des systèmes d'information, mais aussi des historiens, des philosophes, des sociologues, des économistes, des entrepreneurs. Donc, un panel de toutes les compétences qui jouent un rôle important dans le phénomène de l'informatisation. En fait, nous considérons que c'est un phénomène anthropologique complet parce qu'il touche à toutes les dimensions de la vie personnelle et de la vie en société et de l'action du citoyen comme de l'action productive des entreprises. Alors, j'ai regardé la biographie de M. Bothorel et j'ai vu que nous étions proches intellectuellement, vu les compétences qu'il a acquises par sa formation et par son expérience professionnelle. Et c'est cela qui rend notre rencontre particulièrement importante, parce que les travaux que nous faisons visent à éclairer la décision des dirigeants, qu'il s'agisse des dirigeants de l'économie et des entreprises ou qu'il s'agisse des dirigeants de la politique, et en particulier du législateur, qui doit bien sûr s'appuyer sur une compréhension du phénomène afin de prendre les décisions nécessaires. Parce que ce phénomène ouvre tout un champ de possibilités que Christophe a évoqué. Il ouvre aussi des dangers et il faut savoir exploiter les possibilités et maîtriser les dangers. Et trouver dans ce buisson de possibilités et de dangers une orientation qui soit une orientation saine. Alors c'est pour cela que nous avons produit le modèle d'une société
informatisé qui, comme le dit Christophe, serait par hypothèse efficace. Évidemment, ça ne correspond pas à la société actuelle parce qu'on ne peut pas dire qu'elle est informatisée, mais on ne peut pas dire qu'elle soit efficace. Et donc, ça donne des repères pour justement s'orienter vers l'efficacité. Nous sommes un peu jaloux de ce qui se passe en politique actuellement à propos de l'écologie et de l'environnement. Nous sommes un peu jaloux. Non, bien sûr, ce qui se passe à propos de l'écologie et de l'environnement, c'est très bien. C'est très, très bien. Bon, mais quand même, je trouve qu'il est dommage que la transformation du système productif, telle que l'informatisation la provoque, passe du coup au second plan. La plupart des politiques ne s'y intéressent pas. Beaucoup de dirigeants d'entreprises ignorent ce qu'est l'informatisation. Et donc, c'est cela qui nous condamne à traîner nos guêtres dans une inefficacité qui nous ennuie. Voilà. Donc, je pense que ce serait bien que du côté des décideurs, une conscience du phénomène soit prise et une bonne orientation trouvée. Voilà, encore une fois, merci Mathieu Botorel. Vous comprenez qu'on compte sur vous et sur ceux de vos collègues qui s'y connaissent, il y en a, heureusement. C'est une minorité, ça nous le savons. Nous comptons sur vous et sur vos collègues compétents pour faire avancer les choses. Merci beaucoup Michel. Oui, en fait, l'avenir est devant nous par rapport à tous les défis. Donc, en fait, c'est un premier contact, mais on va bientôt élire un peu plus de 500 députés. Il y a également un certain nombre de sénateurs. Je le disais tout à l'heure en introduction, on compte sur les doigts des deux mains quand même les gens qui s'intéressent. Alors, c'est un défi énorme, ce numérique. Donc, en fait, on compte aussi sur vous pour nous mettre en contact et puis on va développer. Alors, on va passer aux questions. Donc, j'appelle Lady First, Nathalie Janson, qui va vous poser une ou deux questions rapidement. Si tu veux te mettre dans le champ. Aucun problème. Voilà. Ah oui, alors attendez, je voudrais quand même présenter Nathalie pour savoir à qui. Oui, j'allais dire, je suis désolée, je fais les tâches, je ne suis pas ingénieure. Je suis perdu dans mes notes. Nathalie est enseignante. Nathalie est une universitaire de haut niveau. Elle enseigne à Neoma Business School. Elle est docteur en économie à l'université de Sorbonne. Elle est professeure également à Sciences Po. Et ses recherches portent sur les questions de politique monétaire, de régulation bancaire et de crypto-monnaie. Et d'ailleurs, depuis la crise grecque et depuis les leçons, si j'ai dit, elle intervient en période de crise. Alors comme ça, toutes les crises, elle a beaucoup de travail. Voilà, je vous laisse en bonne main féminine. Voilà, et bien, je vous remercie d'avoir accepté de faire une exception. Je ne suis pas ingénieure. Voilà, personne n'est parfait. Et je vais essayer donc je vais vous poser, en fait, j'avais deux champs de questions par rapport à mes deux casquettes. En fait, c'est tout simplement, je suis donc professeur depuis maintenant très longtemps. Et puis, donc, les questions du numérique dans l'enseignement ont toujours beaucoup animé. Voilà, parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait ouvrir à de nouvelles manières d'apprendre. Voilà, parce que ça reflète aussi la diversité des élèves qui sont devant nous. Et puis d'un côté aussi ma casquette plus régulation crypto, voilà, un autre champ. Donc au niveau de l'enseignement, en fait, j'avais par rapport au développement du numérique et la façon dont les élèves en fait sont éduqués dans le système français. En fait, il me semblait qu'il y avait deux choses importantes. Déjà, alors l'équipement numérique, en fait, en France, on n'est pas si mauvais que ça. Voilà, ou plutôt d'ailleurs surtout au niveau du lycée. On est relativement dans les rapports internationaux, on se place relativement bien dans la moyenne. Par contre, effectivement, au niveau de l'utilisation dans la façon dont les professeurs l'utilisent dans l'enseignement, là, par contre, on n'est pas très loin. Alors, il y a débat toujours sur son efficacité, mais quand même, on n'utilise pas beaucoup cette dimension-là, et même après le Covid, ça n'a pas beaucoup changé, puis on a vu qu'effectivement,
de nombreux professeurs étaient réticents à l'utilisation. Bon, nous, en supérieur, on ne nous a pas donné le choix, on nous a dit maintenant c'est comme ça, on nous a donné quelques jours et puis voilà. Donc, ça a été aussi la différence. Mais pour revenir à ma question, je lisais un rapport qui disait qu'en fait, la plus grande utilisation d'outils numériques en fait, en classe de 3e, à plus de 56%, c'était la calculatrice. Voilà, c'est les élèves de 3e, en fait, tous les professeurs disent qu'ils font utiliser la calculatrice. Alors, je sais bien qu'il y a des calculatrices très, très élaborées, mais néanmoins, ça reflète un peu, un peu le questionnement sur, en effet, il n'y a pas eu de prise en main de la part des enseignants, en fait, de l'utilisation de toutes les possibilités du numérique en termes pédagogiques, pour que des élèves avec des profils différents puissent en fait en profiter, puisqu'en fait, il y a plein de ressources à exploiter. Donc ça, c'était une première question. Une deuxième question par rapport à, là, je dirais plus à l'esprit entrepreneurial qui rejoint l'impact de l'informatique et tout ce qui est avec la blockchain et les crypto-monnaies, c'est effectivement l'éducation vis-à-vis de la prise de risque qui, en fait, en France, dans le mode d'éducation qu'on a, en fait, ne met pas toujours au centre de l'apprentissage l'erreur. Et le fait qu'on ne mette pas l'erreur au sein de comme fondement de l'apprentissage, en fait qu'on a des étudiants, même si après on a beaucoup d'entrepreneurs, néanmoins on a cette idée qu'en fait il faut on a l'idée de la perfection non atteignable et donc du fait que si on rate, c'est pas bien. Et ça aussi, je trouve que par rapport à mon parcours, en tout cas de professeur et ce qui se passe, on n'a pas beaucoup fait d'efforts par rapport à ça, et des efforts qui sont pourtant importants, puisque pour la prise de risque, il faut qu'on ait des élèves en fait, qui ont envie qu'il n'y ait pas de réticence par rapport à la prise de risque. Voilà, ça c'est le volet éducatif. Monsieur le député, d'abord, je vais répondre. Et bien fort. Alors, je ne regarde pas sur la caméra, mais c'est pas bon. Bon, c'est la Jean. Pas plus. Bon. Allez-y. Je vais répondre évidemment aux questions qui viennent de m'être posées, mais avant ça, d'abord vous remercier que vous m'accueilliez dans cette magnifique dont vous avez précisé l'âge tout à l'heure. Vous dire aussi que vous présumez que vous ne soyez pas suffisamment représenté à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas combien il y a de millions d'ingénieurs en France, vous entendez 1 million d'ingénieurs en France. Ouais. Donc 1 million sur 60 millions, si vous citez 15 parlementaires plutôt aguerris autour de ces sujets sur 577, on ne doit pas être si mauvais que ça en matière de représentativité. Et la démocratie représentative, évidemment, est peut-être un peu à l'image de notre pays, mais on peut mieux faire sans conteste. Vous me questionnez sur deux choses. Vous me questionnez, madame, sur deux choses. D'abord, sur la manière dont on peut mobiliser les outils du numérique au sein des établissements, quels qu'ils soient, primaires, secondaires, lycées, en l'inventaire des équipements, hardware, et en pointant du doigt que probablement on n'est pas suffisamment ambitieux, curieux, décentralisateur, permissif d'initiative, pour que soient saisies un certain nombre d'opportunités qui existent évidemment, dont on connaît tous ici ou là la richesse. Moi-même, sur le territoire de Lannion, parce que j'étais à Libre en fait il y a quelques jours à peine, dans un garage qui côtoyait le Fab Lab, trouver toujours un enseignant qui a choisi d'utiliser du libre, de faire du maker-faire, et d'intégrer dans sa façon de faire de la pédagogie finalement et de transmettre le savoir un outil un peu différent de ce qu'on lui aura enseigné ou de ce qu'il aura dupliqué en regardant ce que faisaient ses voisins. Je pense que c'est une voie qu'il nous faut absolument explorer. Ce n'est pas parce que ça ne figure pas dans le programme qu'on n'a pas identifié dans le couloir qui était le nôtre. Et le nôtre, c'est pour y associer celles et ceux qui ont travaillé à mes côtés sur les objets programmatiques du numérique. Certains points d'amélioration sensibles, je pense notamment à ceux qui ont aujourd'hui le monopole des contenus pédagogiques. Voilà. J'ai toujours été un peu surpris de savoir que ceux qui fournissaient des contenus pédagogiques avaient vécu le virage de la numérisation, de l'informatisation, de la digitalisation, ce que sont les monopoles, en mettant en PDF, finalement, ce qu'ils avaient tout imprimé en papier. Méconnaissant ainsi ce que pouvaient apporter les contenus enrichis,
le principe de la Khan Academy, de la classe inversée, bref, tout autant de pratiques dont je pense que vous le connaissez bien mieux que moi, même si j'ai épousé mon enseignante, comme d'autres, et que j'ai été piqué très tôt au sujet, elle enseignait en CEPA, et c'était le lycée d'Arpège, mais j'ai été piqué très tôt aux enjeux qui étaient les enjeux de la médiation du savoir et des connaissances et des compétences. Donc oui, j'assume le fait que dans le quinquennat qui s'ouvre, il nous faudra, au-delà des sujets d'équipement, dont on peut penser qu'aujourd'hui, couverts par la région, s'agissant des lycées, des départements, des collèges et des communes primaires, les enjeux, c'est moins la fourniture des tablettes que la capacité pour les enseignants de mobiliser un certain nombre d'outils qui soient de nature à pouvoir attraper le plus grand nombre et ne pas rentrer dans un point académique. Je pense qu'on a beaucoup à gagner dans l'industrie du jeu vidéo, on enseigne moins l'histoire de la géographie, et qu'il faudra pouvoir s'en saisir. Alors, est-ce que ce sera quelque chose de totalement top-down, de vertical, de jupitérien? Il ne semble pas aller dans la maison qui est la vôtre aujourd'hui. Je pense que vous devez être plutôt sur une logique participative. Et donc, je m'inscris plutôt dans cette logique. Donc, je suis plutôt un fan des communs, ou un fan en général de la capacité, non pas de démocratie de la foule, mais en tout cas que la complémentarité entre la représentativité et la participation soit quelque chose qui puisse garantir, à défaut d'efficacité, un peu plus d'efficience dans l'action publique. Je suis plutôt favorable. Mais il va nous falloir probablement lutter contre un certain nombre de freins culturels, qui sont des freins culturels d'anciennes, qui prennent leurs racines assez loin, pour faire en sorte que, on va dire, stimuler, le mot est faible, les fournisseurs de contenu pédagogique, de sorte que on puisse offrir à nos élèves, dans une diversité, une palette assez large, différentes formes d'accès au savoir et à la connaissance, de sorte qu'elles ne soient pas condamnées, celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans l'enseignement académique, par exemple, ou purement académique. Je tentais de plus être d'ailleurs dans un site. C'est deux choses. C'est à la fois une sensibilisation du corps enseignant sur la disponibilité de ces outils, au-delà de la simple bonne volonté de celui qui dit « dans mon école, j'aimerais faire autrement », même si ça existe, mais c'est trop rare. Donc c'est un travail de sensibilisation aussi au niveau des enseignants. Voilà ce qui pourrait être une tentative de réponse, pendant que je me tourne vers l'écran, sur le premier volet de votre question. Sur le deuxième volet de votre question, qui était la culture de je ne dois pas échouer, c'est un vieux truc dans notre pays, ça. Alors, je fais partie d'une majorité qui a voté un texte qui s'appelle le droit à l'erreur. Bon, je pense qu'on peut s'accommoder du fait qu'on ait intégré l'idée que l'excellence, s'il doit être visée, n'est pas forcément le parcours de tous, et que pour viser l'excellence, parfois il faut passer par l'échec. Le droit à l'erreur est un exemple, mais il y en a d'autres. Je pense qu'on a revisité un certain nombre de fondamentaux autour du droit des entreprises, notamment sur les entreprises qui sont mises en difficulté. Parce qu'il y a peu de temps, elles étaient blacklistées. Quelqu'un qui était un entrepreneur, quelqu'un qui prenait des risques, une entrepreneuse qui prenait des risques et qui échouait, c'est difficile pour lui d'avoir une perspective. Je pense que dans notre pays, il faut imaginer, non pas pour péréphraser Mandela, d'autres encore célèbres qui ont fait l'apologie de la façon dont on se relevait d'un certain nombre d'échecs et de difficultés. Et bien évidemment, il faut pouvoir réconcilier cette position. Et à la limite, parce que je suis ici dans cette maison, il ne faudrait pas que. Pardon si je suis un peu long, oui. Mais il ne faudrait pas que. Ce qui s'installe dans notre pays, c'est que finalement, le doute, qui n'est pas le doute au sens de la façon dont on entame sa démarche scientifique, il faut plutôt encourager. Le doute l'emporte sur tout, et que finalement, on s'éloigne de principe scientifique. Ça fait des mois que j'ai dit qu'il faut remettre la science au village. On a mis beaucoup de mosquées à l'église, et la peur qu'on a passée sur la pandémie nous invite à remettre cette science au village. Si on revient au sujet de l'échec, oui, évidemment, il nous faudra encore des textes de loi pour que culturellement, tout ne se passera pas par le droit, parce que j'imagine que ce n'est pas ici non plus que je vais vous convaincre qu'on pourrait régler des problèmes qui sont des problèmes ancrés dans notre pays et liés à notre histoire, à notre culture, à notre construction, que par un texte de loi, on va changer les choses. Pour autant, quand il le faut,
et c'est bien vu, mais il faut continuer de le faire. Le droit à l'erreur, la possibilité pour les entrepreneurs qui échouent de pouvoir rebondir, donc le droit effectivement à ce rebond, c'est autant de valeurs qui ont été portées dans le quinquennat qui vont s'achever et qu'on continuera de porter. Il faut qu'ils puissent trouver leur déclinaison, j'allais dire, dans le milieu éducatif, de sorte que les élèves, j'allais dire, si ne peuvent pas, comment dire, si à un moment de leur vie ils sont en échec, ça n'est pas de déterminisme. Il faut lutter contre ces déterminismes. Je suis plutôt d'accord avec ça. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, je vais appeler maintenant Vincent L'Orphelin. Alors, Vincent L'Orphelin, il est entrepreneur, il est chroniqueur au Journal Le Monde et aux Échos. Il est auteur d'un livre que je recommande qui s'appelle La République des entrepreneurs. Il publie aussi 7 autres livres. Et il est coprésident de l'Institut de l'économie. Mon cher Vincent, nous t'écoutons. Bonjour, monsieur le député. Bonjour à tous. Alors, je voulais vous parler du métavers. Voilà. Parce que, bon, alors c'est un sujet à la mode, hein, puisque depuis que Mark Zuckerberg, il y a quelques mois maintenant, a dit qu'il allait investir lourdement et qu'il a changé le nom de son entreprise pour ça, bon, alors on s'est dit, est-ce que c'est un phénomène à la mode ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Et finalement, on parlait de programme à l'instant, je lis dans le programme d'Emmanuel Macron qu'il prévoit un investissement pour construire des métavers européens et proposer des expériences en réalité virtuelle autour de nos musées, de notre patrimoine et de nouvelles créations en protégeant les droits d'auteur. Or, si on regarde les travaux des analystes et ceux que l'on conduit au sein de l'Institut de l'économie, on se rend compte qu'il y a un consensus pour dire que le métavers sera une vague d'une ampleur supérieure au web, au commerce électronique et à la numérisation réunis. C'est-à-dire, on ne va pas changer les secteurs économiques, mais c'est l'économie elle-même. Ça rejoint ce que disait Christophe en introduction. Ça va être un accélérateur de cette révolution anthropologique. Et on voit très bien que les big tech actuellement sont en train d'investir en centaines de milliards. Du coup, ma question, c'est est-ce que construire modestement un jumeau du Louvre ou de faire une nouvelle loi pour étendre le RGPD ou bien de subventionner les jeux vidéo, est-ce que c'est vraiment à la hauteur des enjeux? Alors, d'abord, merci de cette question et merci de partager l'idée qu'on a bien un sujet autour du métavers. C'est l'expression, on est à l'issue d'une compétition qui est une respiration démocratique et pas un consensus autour du sujet, que ce soit en réalité un bouleversement à venir. Certains imaginaient que c'était même du fantasme. Je pense, comme vous le dites, qu'on est à l'issue d'un bouleversement d'autres, puisque les buzzwords du moment mériteraient de se superposer les uns avec les autres, entre les blockchains, la blockchain, les NFT, j'en passe et les meilleurs, comme nous avions lu en 2017 d'ailleurs, à nous saisir des sujets d'intelligence artificielle ou d'autres choses encore. Donc, métavers, pour sûr, parce que vous avez emprunté le sujet du Louvre, parce qu'il existe déjà en définitive. Là où les gens disent que c'est fantasmé, pardon de dire, mais le métavers industriel, ça n'est rien d'autre que des jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, c'est ce qui nous a permis de faire un vaccin en si peu de temps. Il n'y aurait pas de vaccin dans une forme d'accélération si des gens comme Dassault Systèmes, par exemple, n'avaient pas pris part à cette action. On ne serait pas en mesure de rénover l'hôpital s'il n'y avait pas du jumeau numérique et des outils pris par les médecins. Bref, le métavers va être une façon d'organiser les internets, de la manière que nous avons eu le Web 2, Web 3, enfin, peut-être le Web 3. Mais pour sûr, le métavers est en train de décrire ce que pourraient être les fondamentaux du Web 4. Ni vous ni moi pouvons dire précisément qu'est-ce qu'on y trouvera à l'intérieur. On parle de sérendipité du consubstantiel numérique qui fait que la mise à disposition d'un bloc technologique ou d'un socle technologique ne détermine pas d'avance quels sont les cas d'usage qui vont émerger et qui est à la fois la conjonction de l'innovation et de l'acceptabilité ou de l'appropriation par le grand public d'un certain nombre de ces choses-là. Parce que vous rappeliez le parcours des uns des autres, mais moi je suis frappé d'une chose, c'est qu'il y a 20 ans, quand je fréquentais Las Vegas, notamment le Comdex, on était sur quelque chose qui était exclusivement B2B. Depuis c'est le CES et c'est devenu exclusivement B2C. Et peut-être qu'un des changements fondamentaux dans ce que vous avez rappelé de l'historique de l'histoire de l'informatique depuis 20 ans,
c'est que là où à l'époque, le personnel computer qui a remplacé la machine à écrire a commencé à irriguer l'entreprise pour finir sur le bureau des particuliers, désormais, c'est plutôt le marché des particuliers qui va driver un certain nombre de pratiques dans l'entreprise. Enfin, c'est assez régulièrement. Et là, je pense que c'est imprimantes 3D, donc c'est pas aujourd'hui la transition qu'on peut avoir dans l'industrie. Mais oui, premier aspect, je suis convaincu, nous sommes convaincus que le métaverse va être un bouleversement, une source à la fois d'opportunités et de menaces, comme à chaque fois. On peut faire une analyse SWOT en détail de ce que sera le métaverse, mais pour sûr, il va nous faire des opportunités en médiation du savoir, de la culture, la participation à un concert, la participation à un musée. Mais ce sera bien plus que ça encore, parce que vous et moi connaissons précisément ce que les uns et les autres voudront bien faire à l'intérieur de cet univers, avec chacun des avatars, avec des données différentes, avec la capacité de valoriser des choses qui sont des biens immatériels, je pense à l'NFT. Bref, il y a un champ des possibles qui va s'ouvrir. Et ce n'est pas un hasard si un certain nombre d'entreprises investissent aujourd'hui, on peut les regarder curieusement en disant que c'est pas perdu. Mark Zuckerberg fait rarement les choses à complètement. Et on peut imaginer qu'effectivement, c'est parce qu'il y croit et c'est parce qu'il pousse que les choses arriveront. À côté de ça, pour répondre à votre question, c'est le métaverse, c'est un ensemble de briques technologiques. Il n'y a pas de métaverse sans compétences en matière graphique, par exemple. En France, on a une industrie du jeu vidéo, oui, bien sûr, qui participe, qui est sur le haut du panier en matière de création à la fois de contenu et de maîtrise technologique. Et donc, il est inutile de croire que ce que propose le candidat président, plutôt le candidat président, c'est d'abord deux choses. C'est de considérer qu'en avance de phase, n'attendons pas que le métaverse arrive pour commencer à poser les bases, peut-être le partage de la valeur, vous l'évoquiez tout à l'heure, et des sujets qui, par sensibilité, deviennent des irritants, comme le droit voisin, les droits d'auteur, etc. Et on a bien vu que souvent, quand la vague du numérique arrivait, la vague du droit était une vague du droit de rattrapage, de compensation. C'est-à-dire que c'est par constat des irritants, des externalités négatives qui laissaient de l'appropriation de la diffusion de ces technologies, qu'il était rendu nécessaire que le droit, finalement, aille corriger ces externalités négatives, dès lors qu'elles étaient un peu orthogonales aux valeurs qui étaient les autres. Le président considère qu'il faut prendre les choses d'avance. Je vais vous faire une confidence. Quand on a bâti les objets programmatiques du candidat, c'est quelques semaines de travail, des auditions en nombre, et j'ai été promoteur de l'idée qu'il fallait que nous rencontrions des gens qui avaient écrit des romans d'anticipation. On peut se dire qu'à l'occasion d'une élection présidentielle, le sujet, c'est moins ça que d'essayer de répondre à l'instantanéité des demandes de ceux qui, sur la place du marché, dans les bistrots, dans les repas de famille, expriment tel ou tel sujet sur le camp. Moi, j'ai trouvé que c'était important. Pourquoi? Parce qu'il faut s'extraire de la temporalité politique qui nous est imposée, ça fait 5 ans, etc., pour essayer de se projeter. Et c'est au travers de ce type d'échange que, par exemple, on a jugé nécessaire d'intégrer dans le programme qui est celui que je défends, le sujet de la régulation du métaverse. Comment on fait en amont? Comment on peut se poser la question en amont d'un cadre protecteur, de sorte qu'il n'arrive pas trop tard et après, puisque bien évidemment, il y aura de la production de contenu à l'intérieur de ce métaverse. Ensuite, vous posez la question de est-ce qu'on peut rivaliser avec des gens qui vont mettre 100 milliards? C'est une question éternelle, et qui œuvrait dans les journaux prestigieux qui traitent assez régulièrement de ces sujets sur la partie tech. Oui, c'est la question qui se posait quand Apple fait la valorisation dans son CAC 40. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir des acteurs du numérique sur un certain nombre de segments qui sont en capacité de rivaliser avec des gens qui mettent bien plus d'argent que ce que peut consacrer soit un pays, soit même une somme de pays au travers de l'Union européenne pour ces sujets-là. Moi, je trouve que ce n'est pas une question, à ce stade, c'est moins une question d'argent que d'abord de dispositifs de régulation pour savoir ce que l'on veut à terme. Il ne s'agit pas de brider, je crois qu'il y a une question qui viendra tout à l'heure sur le balancing entre l'innovation et évidemment régulation et innovation, mais je pense que quand on a des talents comme on a en France sur des briques technologiques qui sont des briques importantes et qui doivent être contributives, le métavers en tant que tel n'existe pas. C'est la somme de technologies, c'est comme le cloud. Le cloud, c'est un ensemble de briques de services. Et trop souvent, dans la banalisation ou dans la vulgarisation qu'on fait de ces sujets, on considère que finalement, pour lutter contre, on pourrait avoir un Google français, Google fait bien plus que chose que simplement un service de plan. Donc moi, je pense si on est en avance, si on est sur des batailles à venir, l'Europe a de quoi s'organiser
pour mobiliser les moyens pour faire en sorte que nous puissions avoir à la fois des régulations qui correspondent aux valeurs de l'informatique, qui est la troisième loi numérique, et pas ni le Big Brother chinois, ni le Firewall Foundation américain. En gros, des textes structurants des types PMA, DGA, RGPD, celui sur le Governance Act, sur la Data Act qui arrivera plus tard. La régulation est une brique, et les éléments, je pense que le génie français, le génie gaulois, il n'a rien à envier aux Américains qui viennent nous piquer nos talents chez nous pour construire les technologies de demain. Et donc, les milliards, c'est bien intéressant, mais les compétences, les gens qui ont le savoir-faire, si on sait les encourager à rester en France, à œuvrer, à investir, c'est le choix de France 2030 sur les tech, sur d'autres innovations, moi, je crois que le match n'est pas de l'avant. Autant sur certains sujets, je dirais d'emblée, vous savez, on ne va pas relivrer des batailles qu'on a déjà perdues 2 fois. Autant pour d'autres, sur le edge computing, sur le Web 3, sur le quantique, sur d'autres choses. Si on regarde à chaque fois la puissance américaine en se disant les gars, c'est pas la peine d'y aller parce que sur l'hydrogène, on sera toujours à la ramasse parce que les milliards, ils vont mieux plus que nous. Et donc, on perd qui les matchs. Et je crois qu'on peut les gagner. On a déjà fait la démonstration par le passé que sur un certain nombre de sujets, c'était pas forcément celui qui avait le plus de milliards qui l'emportait à la fin. Je veux croire que sur le métaverse, parce qu'on portera à la fois des valeurs, parce qu'on a la maîtrise d'un certain nombre de briques technologiques et qu'il nous faut les entretenir, eh bien, nous serons en mesure demain de pouvoir offrir des espaces qui correspondent à notre champ de valeurs européen et français, et en même temps à faire en sorte que ce soit bien des services technologiques qui soient pour la plupart issus, je ne suis pas dans une logique de bannissement des acteurs motifs qui ne savent pas uniquement français. Quand on n'a pas, il faut bien prendre. Mais je suis assez optimiste là-dessus. Ouais. Si je reformule, en fait, dans le programme, vous avez écrit un investissement pour des métavers européens. Bon, donc il s'agit moins, si je comprends bien, ce que vous nous dites, il s'agit moins de créer des métavers européens que d'accompagner, de canaliser cette vague vers des métavers qui ne seraient pas vraiment des métavers européens, mais plutôt des métavers à l'européenne. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec ça? C'est possible, ça. Oui. Ouais. D'accord. C'est une histoire d'imaginer un métavers. Ok, parce que au même titre, vous prenez l'exemple de Google, on a dit beaucoup un Google européen, et hier soir, c'est encore revenu dans le débat en disant il faudrait faire un Google européen. Non, on sait très bien qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans un nouveau régime économique qui est celui de la concurrence monopolistique, et que quand un Google s'est imposé pour les moteurs de recherche, vous avez raison, c'est beaucoup plus large que ça, mais juste sur ce sujet-là, il est en situation de concurrence monopolistique, donc ce n'est pas la peine de vouloir revenir sur le sujet. En revanche, de prendre le sujet du métavers très tôt, c'est certainement une bonne idée, et ce qui renvoie à la question maintenant, si vous voulez faire un investissement, puisque c'est le sujet, sur un métavers à l'européenne, à ce moment-là, c'est quoi les grandes priorités? C'est soutenir les industries du jeu vidéo, par exemple les moteurs graphiques, ou bien réglementer, réguler, accompagner, c'est quoi les priorités? Vous les avez listées. En fait, il y a effectivement cultiver les champs de compétences qui sont les nôtres, sur lesquels on a une expertise contributive de la performance d'un métaverse, et c'est en même temps des aspects de régulation. Il apparaît que tirons les leçons du passé sur le fait que les batailles se sont perdues aussi, parce qu'une fois qu'on les a menées, on a abandonné des choses. Je vais prendre un parallèle pour essayer peut-être d'expliquer le point de vue qu'est le nôtre. Aujourd'hui, sur le cloud, parmi les enjeux, c'est les clauses de sortie qui sont totalement anti-concurrentielles de la part des acteurs américains. C'est-à-dire que non seulement ils ont bâti une forme de gatekeeping et une capacité d'influence et de monopole dans le marché, mais en plus, c'est très difficile pour les acteurs qui vont rentrer parce qu'ils ont rendu très compliqué la clause de divorce. En général, quand ils signent leur contrat de mariage, le contrat de divorce est là-dessus. Le sujet parfaitement connu des uns et des autres sur l'interopérabilité, portabilité, réversibilité, on sait aujourd'hui que ce sont des points sur lesquels ils font peu d'efforts, parce que, évidemment, il n'y a aucun intérêt à faire en sorte que la concurrence puisse être stimuler. Il faudra, sur les métavers demain, personne ne peut imaginer qu'il y aura un seul environnement, qu'on puisse avoir ces éléments qui soient de nature à faire que la concurrence soit beaucoup plus fair-play qu'elle ne l'a jamais été sur d'autres aspects. C'est un peu le sens des textes qui sont aujourd'hui examinés à l'Europe. Je pense aux DSC et DMA, entre autres, qui ont pour vocation
à casser un certain nombre de principes sur lesquels se sont bâties les situations de monopole, parce que de fait, à l'intérieur de ces monopoles, les contrats tels qu'ils étaient rédigés étaient surtout pensés pour éviter qu'on puisse s'en échapper. C'est la vertu du DMS, c'est probablement la vertu du Data Act qui parle de ces sujets aussi. Et donc, l'Europe va très lourdement insister sur le fait que, évidemment, chacun est plutôt bienvenu en Europe pour faire valoir son innovation, mais une seule condition, c'est que vous ne soyez pas le coucou. Et que le jour où quelqu'un veut rentrer dans le nid pour faire autre chose que ce que vous avez fait, eh bien, on ne soit pas obligé de passer par les fourches codines de la justice pour vous en chasser. C'est ça l'état d'esprit de la troisième voie du numérique en Europe, il me semble, et c'est celle que nous continuons à pousser. S'agissant de la Google européen, je ne crois pas que ce soit le président candidat qui ait formulé le sujet. Nous sommes d'accord. Bien. Alors, la réserve est de mise. Bon, alors, merci de cet échange de vues entre Vincent L'Orphelin et le député Éric Bothorel. Auteur de vue, vous avez tous compris que tout l'esprit de l'Institut d'économie est axé sur l'auteur de vue. J'en profite pour citer la présence en ligne de Jean-Pierre Cornu, qui est membre de l'Institut d'économie, qui est Sciences Po ENARC, ancien haut fonctionnaire et ancien directeur des systèmes d'information de grandes entreprises comme Solac, Usinor ou Renault. Et il est maintenant de l'autre côté du miroir comme consultant. Il aura une question tout à l'heure. Également la présence de Dominique Coupens, qui est membre de l'Institut, et dans la salle ici, la présence de Pascal Ordonneau, qui est un ancien banquier, président de banque en France et à l'international. Je vais appeler maintenant Philippe Clair. Nobody is perfect, c'est le seul expert qui n'est pas membre de l'Institut de l'économie. Et alors Philippe Clair, je le connais depuis 20 ans, puisque j'ai dit tout à l'heure que moi, j'ai pris goût à la connaissance de ce nouveau paradigme grâce à l'intelligence économique. Et en fait, Philippe faisait partie, je l'ai cité tout à l'heure, des personnalités qui, quand on a créé, dans le cadre du MEDEF, un des premiers cercles sur l'intelligence économique, qui a d'ailleurs inspiré le rapport Carayon, qui lui a succédé au rapport Martre, et mon ami Philippe Clair était un des auteurs du rapport Martre dans les années 90. Alors Philippe Clair, il est conseiller expert pour les études et la prospective à la CCI, regroupement de toutes les chambres de commerce. Il est président de l'Association internationale franco d'intelligence économique et il est le successeur du célèbre Alain Juillet comme président de l'Académie de l'intelligence économique. Alors, je précise que dans un esprit de transversalité, lui et moi, on a organisé il y a peu de temps au sein d'un groupe professionnel, le groupe 80, qui correspond à la révolution industrielle de 1980, le groupe Sciences Po Alumni que je préside, suite à une proposition de loi sénatoriale sur l'intelligence économique, on a fait un événement. Au fond, c'est les montants d'une même échelle, tout est dans tout et réciproquement, on a peut-être de mal en France, des cartes à Lavoisier. Rien ne se perd, tout se transforme. Mon cher Philippe, c'est à toi la parole. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci de cette invitation, bonjour monsieur le député. Juste rajouter, et ce n'est pas un manque d'humilité, que je participe aussi au groupement français de l'industrie de l'information, que M. Bothorel connaît bien, puisque dans son rapport de décembre 2020, vous aviez auditionné les experts de ce groupement qui travaillent sur le sujet qui a été abordé. Et ma question va se situer absolument dans la suite du débat sur notamment l'aspect des données, bien sûr, de la maîtrise des données et de ce combat gigantesque. Vous parliez, monsieur le député, des combats perdus. Nous avons, dit Thierry Breton à Bruxelles, perdu la bataille de la donnée privée, quoique on voit que des accords internationaux sont en train de se reconfigurer pour protéger entre les Européens et les Américains. Je voulais me situer dans ce cadre-là de la maîtrise de la donnée qui est, pour l'Académie de l'intelligence économique, un sujet considérable. C'est tout ce que vous avez évoqué sur finalement la prospective, le futur presque immédiat de ces sujets. Et nous avons, par exemple, dans le cadre des chambres de commerce, en prospective, travaillé sur la maîtrise des données, de l'échange des données industrielles dans les tissus, les écosystèmes, les petits écosystèmes industriels.
vrai sujet. Et Michel Gold, tout à l'heure, en introduction, disait qu'il faut accélérer ce processus. On l'introspecte dans ces micro-dispositifs industriels locaux. Et ma question va se situer dans ce champ aussi que Michel Gold évoquait tout à l'heure, ou qu'on vient d'évoquer, de l'invention, disons, de la mise en place de cette nouvelle base productive. C'est Pierre Vels qui parle de cette nouvelle base productive poussée par le numérique et basée sur une haute intensité de données. Et qui va être liée à cette question essentielle et fondamentale de ce qu'évoquait Christophe en introduction, le vide stratégique. Est-ce que nous sommes en vide stratégique ou en tactique, où il faut peut-être penser une grande stratégie? Vous parliez dans votre rapport de 2020, décembre 2020, de grandes politiques publiques, finalement, de la donnée. Et l'objectif, c'est sortir des dépendances, sortir de la vassalisation. Vous avez parlé aujourd'hui des États-Unis. Combien disent nous sommes une colonie numérique des États-Unis, bientôt peut-être de la Chine qui est aux aguets. Les deux hégémons sont sur ce sujet fondamental dans une grande bataille pour la suprématie technologique. Dans votre rapport, vous évoquiez justement le fait pour sortir de cette vassalisation, pour entrer en dynamique de stratégie, développons, poussons, effectuons la promotion dans le privé, mais créons une grande politique publique, une grande stratégie de l'open source. Ce qui va nous permettre de sortir, bien sûr, de cette dépendance des logiciels. Et il me semble qu'il y a une sorte de contradiction. Comment, par rapport à la transparence que l'open source apporte, la grande dynamique d'échange et de partage, nous savons que des failles de sécurité vont se poser. Comment, je dirais, vous proposez de répondre à cette sorte de paradoxe, de contradiction, et pardon de le poser comme ça, parce que l'open source, effectivement, est ce qu'on appelle un raccourci technologique qui peut nous permettre de consolider nos positions dans la bataille que j'évoquais. Merci. Alors, monsieur le député. D'abord, merci de cette question qui me replonge dans le rapport qui était effectivement en décembre 2020. Le sujet d'ailleurs de l'open source, un des aspects de la stimulation du marché, en tout cas de la circulation des données, circulation étant un terme générique pour couvrir les besoins d'ouverture, de partage, d'accès sur des modalités qui peuvent être définies, différenciées en fonction des besoins ou de la qualité des acteurs. Alors, j'ai des connaissances, c'est pas une relation de le dire, j'ai connaissance des questions en venir. C'est moi qui vous les envoyez, bien entendu, quand vous avez. Ce qui donne le sentiment à tout le monde que je les ai parfaitement préparés. Quand j'ai lu cette question, je me suis dit, mais c'est une provocation en fait. Parce que quand je pense aux auditions que j'ai pu mener avec des gens de l'open science, de la science ouverte, ils sont dans une approche au monde de la recherche, de la science, toujours avec le cadre qui existe aujourd'hui. Le maire avait fixé un certain nombre de choses assez favorables, parce qu'effectivement, on puisse progresser sur le partage de la donnée. Pointer sujet de failles de sécurité sur l'open source. Moi, j'ai souvenir d'un échange avec Guillaume Poupard, patron de l'ANSSI. On ne peut pas être plus sensible aux enjeux de sécurité que quand on est à la tête de l'Agence nationale de sécurité du système d'information. Guillaume, il a fixé une règle au sein de l'ANSSI, c'est que tous les outils qui sont développés sont faits en open source. C'est-à-dire que quiconque développerait un outil de l'ANSSI qui soit de nature à venir soutenir, informer, vulgariser, etc., doit motiver le fait qu'il le fasse en open source. Et donc, je pense que culturellement, on a une approche par rapport à ces enjeux open source qui font que, effectivement, on a toujours en tête qu'il y a un sujet, c'est pas moi qui vous dirais le contraire sur l'état de la menace en matière de cyber, qui fait qu'effectivement, on est très attentif à l'idée qu'un système totalement ouvert, finalement, serait beaucoup plus vulnérable qu'un système qui n'est pas. Et je constate, ce ne sera pas une surprise ici, dans cette enceinte, que je sois toujours cohérent et conforme à aux idées et aux valeurs que je défends, mais je suis assez fan des communs, je suis assez fan de l'association de la société civile à un certain nombre de missions, même quand elles sont régaliennes. J'étais de ceux qui ont
ceux qui suivent mon actualité, qu'on nommait le Katiba des Narvalos, c'est un groupe de citoyens anonymes qui œuvrent sur la partie haut de spectre du terrorisme pour les nominer au prix Nobel. Ça ne veut pas dire que je trouve qu'ils sont meilleurs que la DGSI ou la DGSE, c'est juste qu'ils font un travail complémentaire, qui ne se substitue pas à la DGSI et à la DGSE, ils ne font pas de doxing, ils ne jettent pas en pâture les cibles qu'ils auraient pu identifier, mais ils travaillent aux côtés quand on regarde l'état de la menace et finalement les ressources et les moyens qu'on peut consacrer. Ce n'est pas de trop d'avoir des moyens supplémentaires. Mais si je vais sur des choses plus en rapport avec la question que vous posez, on dit une période formidable sur la désinformation, etc. Le seul endroit qui reste encore un peu fréquentable, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est l'exemple de quelque chose qui est plutôt ouvert. Alors parfois, il y a des débats sur la manière dont les choses sont libérées quand il s'agit de l'extrême droite, mais je reste neutre par rapport à ma présence et aux règles que vous avez rappelées tout à l'heure. Mais on s'attend quand même ensemble que bien des fois, les systèmes ouverts font la démonstration de leur robustesse, de leur résilience, de leur résistance, bien plus qu'un certain nombre de systèmes propriétaires, ou en tout cas centralisés, et dont les modérations demandent qu'à être. Donc, je ne suis pas un naïf à l'idée qu'il faut remplacer tout par l'open source et que c'est la solution ultime. Moi, je suis contre le. Pourtant, je viens de là, j'ai fait du COBOL, du 0 et du 1, et voilà. Mais je vois le monde avec beaucoup plus de nuances que la bipolarisation ou la binarité dans laquelle on est souvent invité à choisir, dans une réduction du temps. Et finalement, on ne peut plus être à la fois un peu ici et un peu là, mais il faut choisir son camp entre les deux. Moi, je ne dis pas que l'open source est la solution pour lutter contre les systèmes propriétaires et que les systèmes propriétaires n'ont pas leur place sur un certain nombre de dispositifs. Je dis juste que ne leur faisons pas le procès d'être plus à risque que d'autres systèmes. Et d'ailleurs, si on regarde un certain nombre d'activités plutôt réussies côté cybercriminel, c'est souvent des systèmes d'information qui sont basés sur des systèmes qui ne sont pas des systèmes ouverts, qui ont été victimes d'attaquants. Il suffit de regarder les publications du CERT français pour observer que le rythme des mises à jour qui doivent être soutenues, elles le sont d'autant plus qu'effectivement. Voilà. Donc, il n'y avait pas de mon côté une volonté délibérée de dire que l'open source, il est probablement sous-exploité aujourd'hui. Et il est le gage dans le sujet que j'ai abordé avec monsieur précédemment sur l'interopérabilité, la portabilité, la réversibilité, enfin, sur bien des aspects, et on l'abordera, je crois, une autre question sur l'urbanisation des systèmes d'information, il est un peu plus cohérent. Donc, en cohérence avec le rapport que j'ai remis, en cohérence avec la croyance qui est la mienne, croyance entre guillemets, sur l'open science, on peut considérer qu'effectivement, il nous faut être encore dans l'État promoteur de l'idée que finalement la Startup Nation ou la Startup, la plateforme d'État, eh bien, elle doit pouvoir recourir à des outils qui soient des outils de type open source. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, monsieur le député, mais j'en profite pour vous dire que je vous remercie d'avoir pris la peine et le temps, dans une période où il était intensif pour vous, de préparer les réponses à toutes ces questions excessivement variées. Je vais appeler maintenant Michel Vol. Michel Vol, je l'ai présenté tout à l'heure, en fait, c'est une des personnes en France les plus spécialisées dans le domaine des systèmes d'information. Et en fait, dans la société que je dirige, qui s'appelle 01 Innovation, la relation avec l'entreprise, il y a une expression anglo-saxonne, comment l'entreprise est data-driven. Quelle est sa relation à l'information? La première chose qu'on regarde, c'est le capital immatériel de l'entreprise. Quel est son système d'information? Donc Michel, à toi la parole pour ta question. Merci. Qui est en ligne? Allô, tu nous entends? Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Ça marche. Ça marche, non? Oui. Vous m'entendez pas? Si, on t'entend. Ça va là? Oui. Bon, voilà. Très bien, merci. Oui, je crois qu'il y a une évidence, bien sûr, c'est que l'entreprise est un acteur primordial de l'économie, que c'est un acteur crucial du système productif. D'ailleurs, la production, ça fait partie de la relation entre l'humanité et la nature. Hein. Ça devrait intéresser aussi les écologistes, l'action productive. Bon. Le carrefour entre
le système productif et le phénomène de l'informatisation se manifestent donc dans les entreprises et ils se concrétisent dans leur système d'information. Le système d'information des entreprises concrétise la relation entre l'informatique et l'action productive. Or, contrairement à ce qui s'est passé à d'autres époques, le politique ne s'en soucie pas et les statisticiens ne l'observent pas. J'ai incité l'INSEE à lancer une enquête sur les systèmes d'information. Je me suis heurté à des arguments budgétaires qui me semblaient tout à fait hors de saison. Alors, comment faire? Comparons avec les autres époques. Lorsque la mécanisation a commencé, qu'on appelait industrialisation au début du 19e siècle, Napoléon lui-même s'y est intéressé. Il a dit « Mon but, c'est d'industrialiser l'Europe ». Il a dit ça à Caulaincourt. Bon. Lorsque la maîtrise de l'énergie sous la forme de pétrole ou sous la forme d'électricité à la fin du 19e siècle est apparue, c'est devenu pour les politiques et pour les stratèges militaires aussi d'ailleurs un enjeu primordial. Voilà. Nous avons ce théâtre de l'entreprise dans lequel l'informatisation se concrétise dans les systèmes d'information et ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse pas le politique. On ne voit jamais apparaître l'expression système d'information dans les discussions politiques. Le mot numérique est un cache-sexe ambigu, hein, alors qu'il ne désigne pas véritablement le phénomène de l'informatisation, pas entièrement. Voilà. Donc j'aimerais que les politiques s'intéressent au système d'information, soient attentifs aux défauts que vous connaissez bien, M. Botorel, que la plupart des systèmes d'information présentent. Il est extrêmement… Voilà. Quand il m'arrive dans une entreprise de trouver un système d'information bien foutu, ça arrive de temps en temps. C'est rare, mais ça arrive. Je pose la question aux salariés hein, qui disent « Ah oui, on sait ce qu'on a à faire, c'est clair, on est bien organisé, etc. Hein, » voilà. Et je leur dis « Mais comment votre entreprise est-elle arrivée à faire quelque chose d'aussi bien alors que nous savons que c'est très difficile ?» Et ils disent tous, toujours, le patron s'est impliqué personnellement. Voilà, c'est la phrase clé. Si l'entreprise n'a pas à sa tête un dirigeant, un stratège qui a assimilé ce que c'est que l'informatisation et qui sait orienter son entreprise dans l'économie informatisée, eh bien, le système d'information est déficient et présente des pathologies faciles à diagnostiquer d'ailleurs. Voilà. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus en tant que législateur. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour que les dirigeants de la politique et les dirigeants de l'économie montent en compétences et en décision en ce qui concerne les systèmes d'informatisation? Sur cette question, alors, elle n'est pas simple, elle est à un tiroir possible. Je vais quand même essayer d'y répondre. D'abord, le constat que, indépendamment de la qualité des systèmes d'information qui sont mis en œuvre à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public, il suffit de lire un peu la presse plus ou moins spécialisée pour s'apercevoir qu'on est faiblement numérisé en France, faiblement informatisé, donc peu déployé, notamment sur les TPE-PME. C'est une carence par rapport à certains pays voisins. Chacun, tour à tour, a essayé de trouver des dispositifs qui soient des dispositifs d'incitation, avec plus ou moins de succès. Certains sont des plus rapides domaines. Nous, on a promu le chèque numérisation, puis on a eu le meilleur ministre du numérique qu'on ait jamais eu ces dernières années, c'est le Covid. Parce qu'il a obligé un certain nombre d'entreprises, et pas que les entreprises d'ailleurs, tout dépend des pans entiers de nos activités d'interrelation sociale, que ce soit sur le champ éducationnel, culture et d'éléments sur l'appareil productif, à se numériser. Bon, je dis ça, quand je dis que c'est le meilleur ministre du numérique depuis ces dernières années, c'est
en toute amitié avec un Cérico que je connais depuis 12 ans, et dont je pense qu'il a été de loin un très bon secrétaire d'État numérique. Je vais vous dire par rapport à l'impact qu'a eu la pandémie sur les transformations d'un certain nombre de nos entreprises. Ah oui. Ça, c'est incontestable, et avec des effets qui sont des effets de... Il n'y a pas de retour au point d'origine. Il suffit de prendre les stats de la Banque de France, on parlait de statistiques tout à l'heure pour regarder la part du commerce en retail ou online, par exemple, c'est pas seulement qu'il y a des modifications qui ont été opérées et que les caps ont été franchis et qu'il n'y a pas de retour à l'origine. J'ai un déplacement dans ma famille à la montagne au mois de janvier et j'étais encore surpris de voir des restaurateurs qui faisaient du click and collect, mais parce que c'est devenu du business complémentaire pour eux. Donc, pardon de faire cette digression sur la façon dont finalement le numérique irrigue tel ou tel territoire. Après, est-ce que c'est au rôle de l'État de s'intéresser à la qualité des SI, des systèmes d'information des entreprises? Moi, je le dis assez librement. En général, je suis assez cash partout, que ce soit les enceintes. Oui, on a un sujet en France sur la façon dont le monde de l'entreprise se saisit des opportunités nouvelles qui naissent de telle ou telle technologie. Bon, dans le cas de la 5G, par exemple, la 5G, c'était assez déceptif de voir à quel point les entreprises, y compris industrielles, se saisissent peu de la disponibilité de l'infrastructure pour essayer de penser le monde d'après, l'industrie 4.0, les objets connectés, etc. Ce que font d'autres pays. Moi, je n'ai pas identifié, quand je dis eux, je vais dire on n'a pas clairement identifié les causes qui font qu'on ait cette latence, pour ne pas dire retard, à se saisir. Et ce n'est pas la qualité des entrepreneurs. Je pense que les entrepreneurs français n'ont pas de courage ni d'audace, mais dans notre pays, c'est plus compliqué qu'à d'autres endroits. Le virage de la robotisation en Allemagne, il était flagrant, moins prononcé en France. Est-ce que c'était lié à une politique fiscale qui n'était pas avantageuse pour le faire? Je ne crois pas trop. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qu'on n'a toujours pas identifiées? Mais probablement qu'elles sont aussi de nature à encourager le fait que là, de nouveau, on soit un peu en retard sur le sujet. Alors, on va mobiliser les moyens. Parler du chèque de réalisation, on va accompagner évidemment les entreprises, les collectivités. Parler du secteur privé, mais pour le coup, moi qui étais à la tête d'un amendement dont on pensait qu'il ne passerait jamais et qui permet aux collectivités de bénéficier des services cloud avec les mêmes avantages fiscaux en matière de TVA que ce qui était finalement avoir sa propre salle informatique, le fameux SCTVA, pour ceux qui se passionnent de ce sujet. Je me souviens d'un échange en amont de la défense de cet amendement dans l'hémicycle avec la Brigieux qui disait que c'était peine perdue et que ça ne passerait jamais, parce que c'était 3 ou 4 fois quelque chose devait se faire et qu'elle n'était pas faite. On a été un peu plus convaincants ce coup-ci. Donc, je pense qu'on est. D'abord, moi j'appartiens, avec la réserve qui est la nôtre, mais je viens d'une famille politique qui emploie le terme de Startup Nation, et moi elle est décomplexée. Enfin, je pense que le numérique est une chance, et on incarne finalement dans le mouvement qui est le mien, et à la fois dans les opérations, l'idée que oui, le numérique, ça va être un support des transitions environnementales. On parlait d'écologie tout à l'heure. Donc je pense qu'on est plutôt numérique friendly, pour employer du français. Et que ce qui a été nos dispositions en matière fiscale sur la loi Pacte, sur les ICO, enfin bref, on a embrassé tous les sujets du numérique qui se présentaient à nous, et on a plutôt fait en sorte que on préserve la possibilité de voir naître dans notre pays des écosystèmes qui sont en capacité de croître et puis demain devenir des acteurs d'influence et structurants sur le champ européen ou international. C'est un peu ce qui a conduit les politiques que nous avons fait sur la flat tax, sur d'autres choses, etc. Je ne sais pas si je réponds précisément à votre question sur les systèmes d'information, mais je ne vois pas bien quel pourrait être le rôle de l'État et encore moins celui de Bercy sur la qualité des SI du secteur privé. Enfin, il me semble que là, ça fait partie de choix qui sont des choix qui relèvent des capitales d'industrie qui sont à la tête de ces entreprises. Autant on peut formuler des recommandations, autant sur le secteur public avec les centrales d'achat, je pense à l'UGAP, on peut orienter un certain nombre de choses, autant sur le secteur privé, à part dire, vous savez, on va créer des espaces, on l'a fait sur la 5G, je me rappelle parfaitement, parce qu'on a fait une douzaine de territoires d'expérimentation, très peu d'industriels étaient venus se greffer pour essayer d'expérimenter des sujets. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus, à part créer des dispositifs fiscaux qui parfois se transforment, ce sont des purs effets d'aubaine. Donc moi, je veux bien qu'on creuse, et c'est tout l'intérêt des enceintes comme celle-ci, je veux bien qu'on continue de creuser ce sujet, parce que si, en plus de la question, vous avez des recommandations qui ne figureraient pas sur le livre que je lirai entre Paris, Lyon et Lannion, eh bien, je veux bien les enregistrer. Je n'ai pas la solution. Michel, tu veux réagir à la question
Oui, juste, d'abord, vous avez tout à fait raison, bien sûr. Je pense qu'une chose que l'on pourrait faire, c'est observer les systèmes d'information. C'est pour ça que j'ai demandé à l'INSEE de faire une enquête sur les systèmes d'information. Un peu comme à d'autres époques, on a observé la mécanisation ou on a observé la maîtrise de l'énergie. Voilà. Parce que si on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas en mesure de voir si on évolue dans le bon sens, on n'est pas en mesure aussi de dire, ben voilà les bonnes pratiques, voilà les mauvaises pratiques et de donner des exemples. Vous voyez, les bonnes pratiques, nous les connaissons, vous et moi. On sait comment il faut faire pour réussir son système d'information. Bon. Est-ce qu'on est en mesure, à partir d'une observation, de dire, voilà, notre économie progresse dans son informatisation parce que les entreprises s'informatisent de mieux en mieux, ou bien est-ce qu'au contraire, on continue à être en retard, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais fait cette demande à l'INSEE de lancer une enquête sur les systèmes d'information, et je trouve que le législateur, vous-même, monsieur, vous pourriez dire à l'INSEE, on a besoin de voir clair sur les systèmes d'information dans lesquels se manifeste l'informatisation du système productif. Voilà. Je veux bien. C'est une demande toute simple. Hein. Oui, je veux bien réagir. D'abord, c'est un sujet qui est passionnant et sur le champ de la santé. Je parlais tout à l'heure d'urbanisation des systèmes d'information. Je distingue le médico-social de celui de la santé, notamment du projet de la santé 2022 avec le socle éthique, cyber et interopérabilité. Mais moi qui ai commercialisé des systèmes d'information pendant des années sur le secteur industriel, si j'avais équipé les L'Oréal, l'Air Liquide, qui étaient des clients de l'époque, comme on a équipé les hôpitaux, mais j'aurais perdu mes clients au bout de 2 ans. Parce que ce qui se passe dans l'hôpital, c'est que plus on met des systèmes d'information, et moins on a du temps médical disponible. Enfin, en tout cas, moi, c'est le constat que je peux avoir quand je fréquente les 3 établissements hospitaliers qui sont sur ma circonscription. Vous ne pouvez pas croiser quelqu'un, que ce soit en médecine générale, en neurocardio ou ailleurs, qui ne vous explique pas que depuis 10 ans, là où ils sont médecins, aides-soignantes ou infirmiers, plus le temps passe et plus on numérise, et moins il y a du temps médical disponible. On a un sujet sur la qualité des systèmes d'information, j'en suis bien d'accord, qui doivent aujourd'hui d'ailleurs faire face à des sujets qui étaient peut-être ignorés ou sous-dimensionnés par le passé, notamment au risque civil, parce que les hôpitaux ne sont de loin pas épargnés. Mais d'accord avec vous, on a un vrai enjeu sur la performance des systèmes d'information. Ensuite, est-ce qu'on est en capacité d'avoir un référentiel ou une grille d'auto-évaluation qui permet de dire tel système il est efficace, tel autre ne l'est pas? Après tout, pour une entreprise, il me semble que les critères de mesure de l'efficacité d'un système d'information, c'est le service qui est rendu à son client. Enfin, là, je reviens à mes vieux démons quand j'étais directeur qualité chez GE, mais soit on se passionne pour soi, soit on se passionne pour ce qu'on délivre à ses clients, que ce soit des prestations ou des services, enfin des prestations ou des produits. Mais quelle est la bonne mesure de l'efficience de mon système d'information? C'est un débat qui pourrait être intéressant, mais je veux bien qu'on le prolonge et qu'on échange. Je ne peux pas prolonger plus loin parce que je vais pas enlever sur le... Non, vous ne faites pas engueuler parce qu'on a le temps, tant mieux. Alors en fait, est-ce qu'on ne peut pas ajouter que vous dites que peut faire l'État de plus? Est-ce que l'État ne peut pas montrer l'exemple? Je fais référence, il y a quelque temps, j'avais coordonné un livre blanc qui figure sur le site de Forum Athéna, qui est sur la plateformisation de l'État, l'État plateforme. Donc en fait, j'invite les auditeurs à se rendre sur le livre. J'ai rédigé 47 pages. Je vois à l'écran Geneviève Boucher qui a coordonné cet atelier sur la plateformisation de l'État, peut-être. Enfin bon, passons à autre chose parce que le sujet est riche. Geneviève avait levé la main, c'est pour parler d'Henri Verdier. On verra après parce que je vais appeler maintenant Pierre-Jean Bengozi. Il est directeur de recherche au CNRS. Il est ancien élève de l'école polytechnique et il a été au collège de l'autorité de régulation de communication électronique et des postes, l'ARCEP. Donc en fait, mon cher Pierre-Jean, nous t'écoutons. Voilà. On a le droit de dire tous. Oui. Ah, mais bien sûr, vous avez le droit de dire. Ah bon, on partage beaucoup des diagnostics, notamment sur la 5G et les difficultés des entreprises. On est bien entré. On est en pays de connaissance. Voilà. Merci, monsieur le député, de votre présence et de votre disponibilité. J'avais 2 questions, alors, qui ne seront pas sur la régulation, justement, et qui sont assez liées, finalement, y compris au débat qui vient d'être évoqué par Christophe à l'instant sur la plateformisation.
En fait, les travaux des économistes, des gestionnaires, des gens qui sont spécialistes de l'innovation montrent que finalement, on parlait de plateformisation, mais le rôle des plateformes technologiques est absolument déterminant. Pas simplement les GAFA qui agrègent des données et des services, mais aussi du point de vue technique, que ce soit une voiture, un smartphone ou n'importe quoi. Et en fait, c'est sur ces bases de plateformes qu'ensuite viennent se greffer des innovations de tout type. Alors, on parle de cas d'usage à partir de la 5G. Alors, ces plateformes peuvent être aussi d'ailleurs des infrastructures 5G, infrastructures très débit. Mais finalement, les conséquences, une fois qu'on a dit plateformisation de l'État ou de la plateforme, finalement, comment repenser l'action industrielle dans cette perspective? Alors, en fait, on a aujourd'hui deux modèles qui sont, c'est-à-dire d'un côté, le modèle classique, historique, un peu colbertiste de l'Airbus, du Concorde, avec on mettait les moyens et puis je leur qu'une tête et on fonce. Et ça marche bien, ça a bien marché sur l'Airbus par exemple. Et puis il y a l'autre modèle qui était d'ailleurs évoqué dans le débat hier, sur le modèle de la French Tech. Finalement, on crée un écosystème et on met en place des systèmes. Mais comment repenser fondamentalement, et on voit bien avec des enjeux qui sont sur les chips, sur le quantique, sur l'IA, etc., quelle forme finalement d'action et d'intervention industrielle repenser ce développement d'innovation et d'usage sans avoir cette coupure entre les contenus, les tuyaux d'un côté et puis les services de l'autre? Question passionnante là aussi sur finalement est-ce qu'il y a une recette qui convient mieux sur des voitures qui arrivent, est-ce qu'on tire les leçons des choses qui ont fonctionné par le passé, non, convoquer la French Tech. Moi je pense qu'il faut avoir les idées claires, et qu'il faut avoir des horizons, sans jeu de mots, et qu'il faut avoir comment dire, des ambitions, des lignes stratégiques. En cela, j'allais dire, le couple franco-européen, pas résumer simplement le couple franco-allemand, en tout cas les impulsions et les initiatives qui sont faites à l'échelon européen depuis ces dernières années, entre autres, qui fait un grand travail d'identification des champs de conquête, ou en quoi de priorité sur lesquels il faut investir, me paraît tout à fait bienvenu. Qu'il s'agisse de tech, de spatial, d'IA, etc., d'hydrogène et de chipset, dont on parlait tout à l'heure, bien évidemment qu'il faut à la fois une solidarité européenne dans les accompagnements financiers qui sont faits de l'émergence de cette réindustrialisation, factory sur la partie comment dire énergie, mais il faudra avoir les mêmes ambitions sur le reste. Alors, on ne peut pas regarder le monde changer avec comment dire, tel ou tel aspect, tel ou tel segment de l'économie ou de l'industrie qui nous échappe, en disant on a réussi le spatial, mais le reste on va l'échouer. Donc il y a devant nous un certain nombre de champs qu'il faut conquérir. On a, il me semble, c'est souvent rappelé, une force en France dans les talents, si on parle d'ingénieurs, mais que ce soit nos instituts de recherche, que ce soit nos établissements d'enseignement, que ce soit évidemment l'acteur privé et dans les talents qui font que on se réunit ensemble pour porter des projets. C'est un peu le logique de la French Tech qui renoue avec des hippies de Berkeley. On met ensemble des gens qui n'étaient pas prédestinés à travailler ensemble, et puis ils sortent un truc d'un garage, et tous les week-ends dans nos territoires, dans les hackathons, ils sortent le week-end, il se passe des choses. On fait à peu près la même chose à l'échelon industriel quand on met en place finalement des interrelations entre les établissements, les centres de recherche, l'écosystème privé pour qu'ils le diffusent ensemble. À la Lyon, c'est frappant chez moi. Lyon est vu comme le berceau des télécoms, mais aujourd'hui, une grosse part de son activité repose sur la photonique. Et c'est peu connu. La photonique en France, c'est un sujet dont on parle peu. Pourtant, dans les prix Nobel, il y a quelques 2 ans maintenant, ou 3 ans, qui œuvraient sur le sujet de d'ailleurs comment on allait nettoyer le ciel avec des lasers pour via les satellites qui sont en trou, etc. Donc, on a des talents. On ne les occupe pas à l'espace qu'on a l'habitude d'avoir. En tout cas, ce pas des sujets grand public. Mais à la Lyon, qu'est-ce qui fonctionne autour de la photonique? Ce sont des équipements de rang à minima européen, c'est la tour de fibrage. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul autre exemplaire comme ça qui existe en Allemagne. Et puis c'est surtout les écoles qui gravitent autour. Et puis les industriels qui vont commencer à se saisir de ce sujet
photonique, ça peut être aussi bien de la fibre haute vitesse pour la banque, on a totalement parlé de la banque, mais ça peut être aussi évidemment l'appréciation des gazeux et dans les applications dans le monde agricole. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, il se passe des choses. Et il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit au CES de Las Vegas ou à Barcelone, que les Américains viennent vous plugger leur truc pour que les choses se fassent. Donc, France 2030, les différents PIA, l'initiative européenne, tout ça superposé fait qu'à partir du moment où on identifie des secteurs et des segments sur lesquels on se dit il va se jouer des choses, les technologies ne sont pas matures, elles vont l'être demain, on met du financement et des priorités dessus, eh bien, moi je crois encore une fois qu'on n'a pas à souffrir de l'influence américaine, parce qu'ici, il y a des talents qu'ils n'ont pas là-bas. D'ailleurs, ils vont souvent les chercher chez nous. Ils posent une autre question, je ne sais pas si elle sera posée après. Voilà, il faut qu'on arrête de regarder le monde en se disant que parce qu'on avait des gens qui sont dominants sur un certain nombre de secteurs, contenu audiovisuel, les OTT, les fournisseurs qui se battent tous pour le premier clic de l'internaute, parce que quoi qu'on en pense, Amazon et Google sont des concurrents directs, même si on pense qu'il y en a un qui fait place de marché et l'autre qui fait du moteur de recherche. En vrai, ce qu'ils cherchent à capter, c'est l'attention et c'est surtout de vous emmener sur des espaces qui permettront devant qui les voyages et des machins et tout. Et arrêtons de considérer que parce qu'ils ont gagné en partie cette bataille, le reste est joué. Moi, je suis très vieux, moi, à l'âge de l'informatique. Je me souviens qu'il y avait des gens dont on pensait. Enfin, ce qui est assez curieux quand vous fréquentez les Américains, je les fréquente un peu, en tout cas je ne m'interdis pas de les fréquenter, c'est qu'ils sont tous habités par l'idée qu'ils peuvent disparaître demain. Et alors on peut imaginer que c'est totalement insincère de leur part, que c'est un effet de façade. Moi je crois qu'ils sont vraiment habités par ça. Parce que quand vous avez connu Alta Vista, quand vous avez connu Netscape, quand vous avez connu Next, enfin, je veux dire, les gens qui étaient convoqués à un brillant avenir, ils ont disparu du jour au lendemain. Et d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure du Web3, on a parlé du Metaverse, on a parlé de... Je ne sais pas si ça sera Facebook qui créera les services. En tout cas, ces gens-là savent qu'ils peuvent disparaître à la prochaine innovation de Dieu. Et moi, je ne sais pas écrire d'avance qu'elle sera automatiquement propulsée par les Américains. En tout cas, je me refuse à l'idée qu'au motif qu'ils ont eu des succès ces dernières années incontestables, que certains ont des positions qui soient des positions financières, qui soient pardon, il y a des choses qui peuvent être des territoires, des petits territoires, et que quand on fait la somme de ce qu'est capable de produire l'Europe et les moyens financiers qu'on met bout à bout entre la France et l'Europe sur des objectifs bien précis, eh bien on va être capable de refaire des Airbus, peut-être sur de l'hydrogène, peut-être sur la big tech, peut-être sur la biotech, etc. Ça, j'en suis intimement convaincu. Sinon, on ne fait pas passer. Si on regarde le monde et qu'on se dit, Apple, c'est la somme du CAC 40. Ok, so what? Je veux dire, il y a des entreprises qui vont être des entreprises américaines dont la valorisation boursière dépasse les moyens de pays, voire de somme de pays. Donc, si on se dit que c'est joué d'avance et qu'au motif qu'on n'a pas le cash, les moyens financiers pour faire, on n'ira pas investir des... Pardon, il y a des sujets sur lesquels je suis persuadé que tout ne se joue pas qu'avec de l'argent. Évidemment, il faudra en mettre, mais en plus, il y aura un reste. On avait commencé le débat sur la question des critères. Je vais peut-être revenir sur de façon très très concrète. Et on voit bien que je suis à votre. Les pas en Ukraine. Donc, après, je ne sais pas, je regarde mes équipes. Billy Franck. Pardon? Billy Franck, c'est pour toi. Ouais. Un petit peu plus, allez. Non, 1030, c'est bon. Moi. Bon, j'irai très rapidement. C'est trop long. On a des applications, on a dans les situations de crise la possibilité d'utiliser les applications de base parce que tout le monde a quasiment un smartphone, etc. Et vous avez évoqué Doctolib, Blablacar, l'heure, Radiohead aussi. Et en fait, on s'aperçoit que dans la dernière crise Covid, l'application de base qui a été développée Stop Covid a eu un succès, disons, mitigé, essentiellement parce qu'on s'en est très largement servi comme portefeuille du pass sanitaire. Plus généralement, comment vous voyez, quelles leçons tirer finalement de ce qu'a été des réticences qu'il y a eu, en particulier sur les données personnelles, etc. Et sur la prochaine crise, bon, malheureusement, comment finalement repenser ces applications de masse au service d'une forme de résilience de chacun. La France est un pays formidable. Vous dites, Stop Covid, release 2.0, tous anti-Covid, a été un échec relatif. Bon, moi, je veux dire, d'abord quand arrive la pandémie, le fait de se dire, parce que les choses sont déjà en œuvre en Corée du Sud, en Israël et ailleurs,
s'observe. Quand le monde est frappé, on casse le fond des œuvres. Et certains font valoir qu'une application de tracing peut être de nature à soutenir finalement l'effort pour les défendre de la pandémie. Décision est prise assez tôt du développement d'un outil. Je me souviens des discussions que nous avions en tant que parlementaire, c'est-à-dire qu'en tant que secrétaire d'État, à la nécessité de convaincre qu'il fallait y mettre les moyens avant même de savoir si ce serait efficace ou pas. Sinon, on peut attendre d'être fortement impacté par la pandémie et se rendre compte trop tard qu'on avait besoin d'un outil. Donc on prend l'option de développer un outil. Donc, quand je dis la France est un pays formidable, c'est que c'est à peu près les mêmes, pas vous, hein, à peu près les mêmes qui vont dire faites un truc souverain. Et alors qu'on est en train de discuter avec l'Europe, que la plupart sont assez favorables à l'idée qu'on puisse faire quelque chose de souverain et donc de plutôt décentraliser. Mais la même renonce. C'est tout, et elle prend un modèle qui est plutôt un modèle Apple Google. Ce sont les mêmes qui nous expliquent qu'il faut faire un truc souverain, qui eux-mêmes nous expliquent mais comment ça, en Europe, on va circuler, puisque ça va fonctionner, puisque vous n'êtes pas interfacé avec Apple Google. Oui, mais pardon, on a fait le choix d'avoir quelque chose qui était totalement souverain. Donc la France est un pays formidable dans ce sens où, que ce soit, je les respecte beaucoup et je les écoute, parfois je les entends, Quadrature du Net ou d'autres, spiralement sur à la fois la nécessité finalement de protéger nos données, qui est légitime, l'Europe a fait des choses, et puis en même temps, ils disent mais attends, vous ne pouvez pas être totalement déconnecté du monde qui nous entoure, et quand il faut être communicant avec le reste du monde, alors ça serait bien que vous soyez interfacé avec la politique. Et ça, des gens comme ça, j'en ai un paquet depuis 5 ans. Donc c'est quand même fort de café d'imaginer qu'on ait pu reprocher, je ne sais pas que c'est ce que vous dites ce matin, mais reprocher d'avoir fait un outil, pour ça, je explique pourquoi on lance l'initiative avant d'attendre que ce soit trop tard pour le faire. Et surtout qu'après, derrière, on se dit, voilà, c'était pas un bon outil parce qu'il n'était pas communicant avec un peu tout. Bon, des fois, je veux comprendre. Au-delà de ça, pour une de succès relatif, c'est parce qu'il n'était plus uniquement un outil de tracing avec l'activité de tous, mais qu'il a été aussi un facilitant pour savoir ce qui se passait sur son territoire, parce qu'il s'est enrichi au fur et à mesure, il est devenu un outil qui a été massivement adopté, bien évidemment aussi parce qu'il y avait le pass qui était en rôle. Parce qu'on n'est pas, pas parce qu'on est au gouvernement, on n'a pas le droit de faire du marketing. Et comprendre que les gens vont l'adopter d'autant plus facilement que la possession du pass est obligatoire. Pour autant, voilà, c'est un outil dont il nous conviendra de voir, même s'il y a déjà des prémices, pour imaginer que c'est peut-être pas aussi performant qu'on l'avait pu imaginer. Mais encore une fois, on est inspiré par ce que font d'autres pays, d'ailleurs, c'est comme ça que ça va marcher. Et moi qui ai été nommé par Richard Ferrand, en tant qu'un autre parlementaire, au comité de liaison et de contrôle du suivi des outils mis en œuvre dans le cadre de la pandémie sous l'autorité du professeur Ruche, je ne déclinerai pas le fruit de travaux, parce que c'est fait dans son enceinte, qui est aujourd'hui à la main du professeur et c'est lui qui est dit pour l'ensemble de ce comité. Je veux dire qu'on s'est posé 1000 fois la question de savoir si effectivement c'était pertinent de maintenir, pas de maintenir, comment ça fonctionnait, est-ce que c'était transparent, pas transparent, voilà, ça a été. Par définition, ça a été. Voilà. Pardon, je suis trop long. Non, écoutez, alors, soyons sérieux. D'ailleurs, nous le sommes, pardon. Je retire. Non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Il est midi 15 et on a encore un quart d'heure. Il nous reste 3 personnes qui ont posé des questions, donc on est obligé de faire un peu aussi, parce que votre attaché parlementaire vous fait des signes que vous partez. Vous êtes le bienvenu, moi je peux rester toute l'après-midi. Alors, je vais. De toute façon, on est appelé à se revoir. Alors, je vais donner la parole à Jean-Pierre Cornu. Non, vous êtes aidé jusqu'au mois de Très bien. Alors, Jean-Pierre Cornu, je rappelle qu'il est Sciences Po ENAC et qu'il a été DSI de Solac, d'Usinor et de Renault. Il est maintenant consultant. Alors, c'est formidable parce qu'on dit que les ENAC ne s'entendent pas très bien avec les informaticiens parce que tous les deux ont des langages ésotériques. Et là, on a quelqu'un qui a les deux compétences. Jean-Pierre, on t'écoute pour ta question et on a oublié de faire. Oui. Voilà, merci. Bonjour Eric, on a eu la chance de faire ensemble un très beau voyage en Israël et de beaucoup parler des questions qu'on a évoquées pendant cette matinée. Je voudrais rebondir sur ce que disait Cédrico lors de la présentation des programmes des candidats et faire raccord finalement avec ce qui s'est dit hier dans le débat. Je pense qu'en France, on a très bien réussi
a montré que les startups devaient jouer un rôle majeur. On a maintenant des licornes, mais on sait tous que lorsqu'on veut faire construire une maison, on va avoir des plans papier avec des artisans, avec des carnets qui sont absolument incapables de suivre des chantiers avec des outils numériques, de passer des commandes, avoir une supply chain numérique sur un chantier. On le sait que dans beaucoup de PME artisanales, dans beaucoup de petites entreprises, on est encore très archaïque dans le suivi et la maîtrise des outils. Donc, ce que disait Cédrico pour ce nouveau quinquennat, c'est de dire qu'il faut maintenant aller en profondeur dans le développement numérique du pays. Et ce travail-là, moi, je le vis particulièrement en tant que président de l'enjeu industrie et services du pôle de compétitivité systématique. Notre travail est effectivement de faire pénétrer en profondeur les deep tech dans le corps social, dans les entreprises, pour qu'il n'y ait plus de débat sur le fait que le numérique est pertinent ou pas pour résoudre tous les problèmes. Le numérique fait partie intégrante de la résolution des problèmes de société et industrielle. On n'aura pas de décarbonation de l'économie française si on n'a pas d'outils numériques pour en définir l'architecture et en assurer le suivi. Donc moi, ma question, qui est complètement dans la continuité de ce qu'on vient de se dire, c'est comment changer de braquet, passer à une vitesse supérieure pour faire en sorte que dans le tréfonds de l'organisation sociale du pays, le numérique ne soit pas perçu comme un objet exotique des autres, mais soit véritablement un levier de la transformation, de la compétitivité des entreprises et le support de leurs ambitions économiques. Parce que le numérique fait partie intégrante du succès industrielle et de la compétitivité économique. Beaucoup de gens dans les strates intermédiaires de notre pays, dans les collectivités territoriales, dans les hôpitaux dont tu parlais, ne sont pas encore convaincus qu'il faut être imaginatif, créatif pour avoir des outils de performance pour tout le monde. Et je pense qu'il faudrait que dans ce quinquennat, on ait un objectif pour 2027 en se disant que 100% des transactions il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, mais 100% des transactions en B2B et en B2B2C devraient se faire sur un support numérique traçable. Je ne parle pas nécessairement de blockchain, mais ça peut être un outil. Et je crois qu'il faut qu'on ait un objectif, qu'on soit tiré par le futur, qu'on soit désinhibé dans notre capacité à numériser nos transactions et de faire en sorte que ce soit naturel. Et ça, il faut y travailler. On est obligé de répondre. Ouais, d'abord, c'est pas mon obligé. D'abord, merci Jean-Pierre de rappeler ce voyage au Homeland Security à Tel Aviv. Et effectivement, un souvenir intact pour moi aussi, ce déplacement. Je vais faire une réponse brève parce que c'est typiquement le genre de mesure dont on aurait souhaité qu'il puisse intégrer le programme. Et ça ne veut pas dire que c'est pas parce que c'est pas dans le programme qu'on ne le fera pas dans les 5 ans. Et ce que tu dis, c'est qu'on s'est inspiré de ce qui a été fait sur les feuilles de paye, en fait. Ou le prélèvement à la source. La numérisation finalement de la paye des salariés aujourd'hui est plutôt bien engagée. Je pense qu'il y a d'autres volets sur lesquels on pourrait être très incitateur, pour ne pas dire plus coercitif, pour faire en sorte que les entreprises du privé se mettent massivement, au moins pour un certain nombre de segments de leur activité, à recourir au numérique. Voilà. On a fait des choses sur les appels d'offres qui sont dématérialisés. On a fait des choses sur les bulletins de salaire. Je pense qu'on peut aller plus en profondeur et en tout cas plus en proximité de l'activité propre de l'entreprise pour les inciter à se numériser. Je ne peux pas aller plus loin ce matin. D'accord, mais l'Institut de l'économie est prêt à retravailler avec vous là-dessus. Avec plaisir. D'accord. Et avec le CIGREF aussi, avec des organisations de ce type, parce que ce sont les leviers qui vont transformer. Et donc, travaillons là-dessus. On se voit avec le CIGREF, avec le MEDEF, la CPME, voilà. Si tu veux, et il n'y a aucune difficulté parce que cette proposition, elle est née des discussions qu'on a eues en amont du programme présidentiel. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je donne la parole à Hugues Chevalier. Hugues Chevalier est enseignant-chercheur en histoire de l'économie. Il a fondé plusieurs entreprises
et il est actuellement consultant et membre de l'Institut de l'économie. Hugues, c'est à toi. Mais ton micro. Allez, on est. Peut-être le mettre. En fait, je crois qu'on ne peut pas le mettre. Alors, écoutez, il faut mettre, si tu peux mettre le micro de Hugues, ça peut l'aider. Il peut que lui demander, en fait. On peut que. Ouais. Activé, voilà. Voilà, merci. Alors, une question rapide, désolé, mais voilà. C'est la technologie. Bon, merci, monsieur le député, d'être présent et de répondre à nos questions. La question concerne le cloud. Diverses personnes pensent que de toute façon, le cloud, c'est une affaire pliée. Ce sont les Américains, les grandes boîtes américaines, etc., les grandes plateformes américaines, Amazon, etc. Bon, je ne suis pas de cet avis. Il se trouve que si l'on regarde les choses attentivement, les données de santé collectées par Doctolib. Bon, Doctolib, c'est une très belle réussite avec des logiciels libres. Hein. Ces données de santé des Français et des autres Européens, parce que Doctolib est présent à peu près partout en Europe à l'heure actuelle. Hein. Ces données collectées sont stockées avec chiffrement, certes, sont stockées aux USA chez Amazon Web Services. Pour moi, ça pose un problème de sécurité, de confidentialité de ces données. Quand on sait l'intérêt que les Américains consacrent à la GRPD, à la garantie des données personnelles, ça laisse rêveur. Bien. Réponse. Attends, j'ai pas fini. Oui, Beaucoup de médecins à l'heure actuelle, et de centres de santé refusent de passer par Doctolib. Alors, il est essentiel pour le président de la République, avec le concours de la Commission européenne, d'inciter à la mise en place d'un cloud souverain européen pour abonder un capital d'amorçage pour permettre de déployer ce cloud souverain. Qu'en pensez-vous? Il faut le faire. C'est urgent. Oui, j'ai compris. D'abord, merci de cette question qui me change du Hub Data Health et de Microsoft, des Autojo et d'autres encore, parce qu'effectivement, les exemples que vous citez de données des Français avec un niveau de sensibilité, mais j'y reviendrai, confiés à des acteurs américains, une chronique qui a été ouverte il y a maintenant longtemps. Quand vous dites le cloud, la bataille n'est pas perdue, je suis assez d'accord avec vous. D'abord parce que le cloud, c'est bien plus que ce que certains voudraient imaginer, et simplement un espace de stockage ou de traitement. Voilà, c'est pas parce qu'on a un data center qu'on a un cloud. Il y a des briques de services, des offres de services. Et on a un certain nombre d'acteurs français qui sont en mesure aujourd'hui de déployer des offres de services qui sont en capacité de rivaliser avec un certain nombre d'acteurs américains qui ont aussi des offres de services qui parfois peuvent motiver un certain nombre de clients finalement à passer chez eux. Je ne vais pas commenter ça. Je vais répondre précisément à votre question, en tout cas tenter d'y répondre précisément, en vous disant à la fois ce qu'on a bien fait et peut-être ce qu'on n'a pas tout à fait bien fait. Ce qu'on a plutôt bien fait, c'est que par rapport à la menace, en fait, ce que vous énoncez, c'est la capacité qu'a l'administration américaine au travers de son propre droit, du Cloud Act, pour faire simple, c'est pas tout à fait simple, mais on n'a pas le temps d'aller plus en détail, de pouvoir, parce que c'est un acteur américain qui les opère, de pouvoir accéder à ces données. La France a tenté d'y répondre avec sa stratégie, entre guillemets, cloud de confiance, qui a été rappelée par Amélie Montchalin, Guillaume Poupara, Cédrico, Bruno Le Maire, dans l'exercice à plusieurs, avec une stratégie en 3 cercles, qui était déjà finalement une révision de la doctrine précédente autour du Second Cloud, et qui disait des choses assez simples. Et là, je vais dire ce qui va bien, et après, je dirai ce qui va pas bien. C'est qu'il y a 3 niveaux. Le premier, on voit à peu près ce que c'est strictement régalien. C'est un service, d'ailleurs, c'est opéré par à l'intérieur, et puis on n'en parle plus. Donc, on voit à peu près que c'est des sujets qui sont d'une extrême sensibilité.
Et puis ensuite, il y a deux autres espaces. Un espace avec une double grille de lecture. Première grille de lecture, c'est le fait qu'un Américain peut opérer mais sous licence, et c'est un acteur français qui va agir. Et ensuite, la structure capitalistique qui est porteuse et qui doit faire la démonstration qu'on n'a pas une dépendance à un capital américain. Bref, une structure juridique et en même temps un caractère opérationnel. Et puis ensuite, le dernier, qui est en gros, finalement, ça peut être opéré par qui on veut. Et ce qui va quitter ça, finalement, c'est la sensibilité de la donnée. Là où il me semble qu'on n'est pas encore tout à fait opérationnel, c'est qu'on n'a pas défini ensemble c'était quoi une donnée sensible, c'est quoi une donnée pas sensible. Je pense que c'est ce qui manque à l'organisation de ce grand tout. Parce que si je suis capable de savoir ce qui va dans le premier, je suis un peu en difficulté. Si vous m'avez posé la question de savoir quelle est la différence entre le deuxième cercle et le troisième, je serais embarrassé pour vous répondre. Et quand je regarde les publications, y compris du cercle ou de l'ANSSI, ces choses-là, le sujet de la sensibilité de la donnée est quand même pas totalement clair. Et d'ailleurs, dans notre droit, la notion de données sensibles, même si elle est abordée, n'est pas, de mon point de vue, suffisamment robuste pour pouvoir bâtir une stratégie qui permettrait de déterminer que quand c'est une donnée sensible, alors c'est telle architecture, avec tel type d'acteur et ou tel type de localisation, même si, encore une fois, je ne crois pas trop à la ligne Maginot numérique. Ce que vous dites sur les données de santé, 80% de nos transactions transitent d'abord par des câbles sous-marins pour partir aux US avant de revenir chez nous. Voilà, et c'est du business pour les câbliers, comme mon fils est officier de marine marchande chez Dreyfus et qui est en train de poser du câble du côté des Fidji. Je suis très ravi qu'on puisse avoir une activité de câble sous-marin, y compris en France, quand c'est Orange Marine ou LDA ou d'autres encore, je pense à Nexens. Mais donc le sujet on pourra tout opérer chez nous avec l'ensemble des acteurs en se passant de ce qui est traité aux États-Unis, c'est pas demain tout de suite, et c'est même pas forcément applicable à tous les sujets. Qui est un sujet de données sensibles, je pense, nous invite et nous impose de devoir réfléchir à l'échelon européen. Et j'espère que ce sera, même si on parle plus de data altruisme que de sensibilité de données dans le Data Governance Act, mais je pense qu'il faut qu'on ne peut pas faire l'impasse de la qualification de ce que c'est qu'une donnée sensible si on veut mettre en place la doctrine de la stratégie du cloud en 3 cercles. C'est une opinion personnelle, ce n'est pas le représentant du candidat qui vous parle. Vous l'aurez compris. Très bien, merci. Alors, ma question quand même personnelle, est-ce que France 2030 va assez loin dans le domaine de l'inscription du numérique? On sort en 2030. France 2030. Non, on le saura en 2030. Bah non, ça va être très bien. Bon, ce qui va assez loin, on va jamais assez loin. Enfin, quand on s'observe, je ne sais plus dans quel sens ça marche, mais quand on se compare, on se rassure, et quand on s'observe, on se désole. Oui, bon, est-ce que c'est suffisant, les sommes qui sont consacrées sur l'ensemble? Je ne parle pas uniquement en termes de sommes. Mais oui, mais il y a un peu de ça. Description. Vous avez remarqué que dans les questions qui sont posées ce matin, oui, souvent ça revient. Oui. C'est pas, c'est pas ça que ça fait en synthèse. Mais la question du volontarisme, et j'ai particulièrement insisté tout à l'heure, me paraît clé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on identifie des secteurs sur lesquels, volontairement, on a envie de s'installer et de dire, voilà, demain, on veut être les champions de ces secteurs, je crois qu'il n'y a pas de bataille perdue. Moi, je sens que les milliards qui sont pilotés aujourd'hui par son secrétaire général et son équipe, Bruno Gonel, qui est venu d'ailleurs dans ces murs, j'avais invité. Je crois que c'est un travail, d'abord c'est un travail indispensable. Je veux dire, on est en 2022. Félicitons-nous que nous puissions avoir des choses qui soient à la vision en 2030. Moi, j'entends, vous savez, quand je fréquente les ingénieurs, les scientifiques, les gens qui sont dans les entreprises chez moi, ils nous disent arrêtez de faire les appels à projets sur 3 ans. Ça, on ne sait pas, c'est des ruptures successives, c'est plus possible. Il faut des choses qui soient plus long terme. 2030, c'est une échéance à 8 ans. Sur le rythme auquel vont les choses aujourd'hui, ça me paraît assez raisonnable d'imaginer qu'on ait des horizons qui soient écrits plus loin. Encore une fois, pour s'extraire de ces logiques qui sont que pour le politique, c'est 5 ans. Pour le chef d'entreprise, c'est le businessman à 3 ans. Et en gros, on regarde ce qui se passe, même pas sur le devant du capot, on regarde ce qui se passe sous son nez. Le sujet, il va venir de très loin, il va bousculer très en profondeur, il va être brutal, il va être rapide. Si vous prenez les innovations telles qu'on a pu les connaître par les années passées, en gros, on sédimentait et on avait l'habitude le temps de s'accoutumer. Aujourd'hui, la particularité des révolutions telles que vous avez qualifiées comme étant la troisième révolution
du numérique qui n'a pas fini de s'écrire, c'est que quand elle se produit avec ce rupture technologique, elle va attaquer en profondeur l'entreprise avec brutalité. En général, brutalité, c'est dans une échelle de temps qui est extrêmement rapide. Regardez ce qui s'est passé depuis 3 ans sur la blockchain ou sur d'autres choses. Vous voyez émerger les choses à une vitesse qu'on n'aurait pas pu écrire d'avance. Alors que précédemment, les choses prenaient un peu plus de temps. Donc que ce soit à horizon 2030 me paraît à la fois conforme et souhaitable, et que derrière soient mobilisés des moyens avec des fléchages qui soient particuliers sur le quantique, sur le digital et sur autre chose encore, sur l'hydrogène, sur les chipsets, ça me paraît effectivement de bon temps. Écoutez, merci infiniment. Monsieur le député, nous avoir consacré 2 heures, plus de 2 heures, et d'avoir étudié les questions par rapport à tous ces défis, tant à dire, tant à faire. J'ai visité hier l'exposition Boldini au Petit Palais, que je vous recommande, qui couvre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Et on est dans une période de créativité formidable. Il n'y a aucune raison pour que la France, avec les atouts qu'elle a, n'aborde pas cette 3e révolution industrielle. Vous venez de le reciter, souvent on parle de 4e révolution industrielle. Non, je crois que c'est la 3e. Et en fait, il y a des révolutions technologiques et il y a une créativité. Et toutes les révolutions industrielles ont eu leur péché de jeunesse, leur réglage. Et cette révolution, elle a 42 ans. Nous sommes en 2022. Donc en fait, moi, je me sens bien à IESF. Au sein du comité économie, j'ai proposé le sujet, comment dirais-je, la révolution industrielle face à l'industrie, c'est-à-dire la notion nouvelle d'industrie, c'est-à-dire EDUN. Je me sens bien à l'Institut de l'économie, je me sens bien à l'Académie d'intelligence économique, et si je peux apporter quelque chose, eh bien, je suis à votre disposition. Merci encore à tous les intervenants, et à vous, monsieur le député. Merci, moi je me sens bien chez vous aussi. Voilà.